Yo 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 yo, comment ça va? Écoute, ça va, grand retour, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, j'ai été un peu absent, il est vrai, il est vrai. Un peu. Mais bon, on revient en forme. Alors attends, comment je fais ça? Hop, hop, voilà. Impeccable. Tu es donc en vie, tu n'as pas été kidnappé, CryptoPixel. Pas encore, pas encore. Il ne serait tardé, évidemment. Non, Qu'est-ce qui s'est triste semaine à passé? ce sujet-là, hein. Triste semaine. On va enchaîner. Yo à tous, j'espère que vous allez bien. Yo à tous ceux dans le chat. Yo Bano, yo Moussa, DRZ93, Michael, Fio, SDK Genius, Pokemaster, Gwendal. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à Skyloren aussi pour le 40e mois d'abonnement. Merci beaucoup, frérot. Ça fait extrêmement plaisir de voir des gens depuis aussi longtemps et de nous soutenir, en fait, tout simplement. Donc, merci pour ça, le ref. Et pour toutes les personnes que j'ai pas pu voir depuis un petit moment. Content de pouvoir enfin retrouver un setup convenable avec une bonne connexion posée, même un nouvel ordinateur. On a tout remplacé là, hein. On est sur Ouais, une bonne lancée. ouais. Moi, toujours en direct de l'hôtel, donc si j'ai des petites coupures de co, vous inquiétez pas, je reviens dans les secondes qui viennent. Il n'y a pas de souci, j'ai fait le nécessaire pour que la caméra rendra assez propre. Vous voyez un petit bout de mon bed sur le côté, voilà, c'est la réduction IA qui fait pas son travail totalement. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver puisque ça fait toujours des émissions bien enrichies quand on est ensemble. Ça fait quoi? Ça fait un mois quasiment qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. Plus ça, hein, je pense. Parce que du coup, il y a eu une seule fois où on a fait à Dubaï. Et quand j'étais à Bali, Ouais, on n'a voilà, pas il y a un fait. mois. Donc, une en 2 mois. Mauvais score de ma part. Je suis sincèrement désolé pour toi ou même pour le reste du chat, parce que j'aurais vraiment bien aimé participer. Mais j'avoue que Bali, entre le décalage horaire, les coupures de connexion, le monde autour de moi, c'était compliqué. Puis Dubaï aussi, avec les histoires de VPN et tout, quel enfer. Enfin Je suis bref, toujours heureusement que tu t'en dedans, moi. sors, mais c'est une C'est- dinguerie quand même, hein. Ça fait des semaines que je teste des VPN, des configurations de carte réseau et tout. Et en fait, comme tu passes par les DNS des opérateurs, ils vont toujours filtrer les paquets. Donc, soit tu passes ta vie sous VPN au risque que ça coupe, soit tu passes par les DNS officiels Emirati au risque tu vois, je te donne un exemple, tu cliques Je sur crois un que ton lien Twitter. micro grésille un tout petit peu. Je suis désolé, mais il y a des personnes dans le chat Ok. qui le disent et j'entends des tout petits crépitements. Je sais pas d'où ça Des vient. tout petits bzz, bzz. Bon, Bzz, bzz, on bzz. verra si ça devient vraiment gênant. Mais comme je disais, en gros, tu vas cliquer sur un lien Twitter de redirection, par exemple, et au lieu d'avoir juste la redirection, ça charge. Et t'as le gouvernement avec ses filtres qui regarde si tu vas pas sur un site bizarre et après dit oui, c'est bon, tu peux passer. Donc du coup, ça fait que t'as des moments, ça charge pas et tu sais pas pourquoi et ça charge pas. Voilà. Indépendamment de ta connexion, je dirais. Mis à part ça, plutôt cool. La vie Ça grésille dubaïote pas de mon mal. côté. C'est Je vais pas. régler ça. Je vais regarder ça. Je te laisse enchaîner. Bah écoute, ouais, vie Dubaïote, que j'ai cru comprendre assez agréable aussi de ton côté. Et puis moi j'avoue que tout s'est aussi enchaîné ces dernières semaines et tout. J'ai passé vraiment un bête de séjour à Dubaï. Et puis voilà, on a fait un petit peu de tout. On a fait du buggy, on a fait des restaurants, on a profité des services, on a visité, enfin bref, petit road trip aussi en voiture et tout. Donc c'était trop bien. Et maintenant, en fin de retour à la maison pouvoir retravailler dans de meilleures conditions et refaire aussi un peu plus de masterclass et être un peu plus derrière les écrans. Alors, même si j'ai pas été ultra non plus derrière les écrans au sens stream, YouTube, etc., j'ai quand même pu bien me positionner sur le marché, le timer et tout. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et puis voilà, Picsou qui n'a toujours pas parlé d'HL en 9 minutes de stream. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Il a le permis Picsou, toujours pas là. Est-ce Je rentre est-ce et que je le vous passe là. m'entendez et est-ce que vous m'entendez sans grésillement? Là, je t'entends sans grésillement, perso. Bon, c'est parfait, reprenons. Donc oui, effectivement, Monsieur Picsou nous parle beaucoup d'HL, mais j'ai une chose à vous dire maintenant qu'il est là, parce que j'ai quand même défendu le beefsteak pendant que tu n'étais pas là. Est-ce que pour le moment, il n'a pas eu raison de le faire? Si Compliqué de dire j'ose que j'ai eu tort. si j'ose dire. Voilà. Est-ce qu'il vous a pas littéralement cassé les couilles avec un des altcoins qui a le mieux performé ces dernières semaines pour des bonnes Possible, raisons? possible, possible. Voilà. En Mais vrai, même si. au-delà, Vas-y, vas-y. au-delà de l'automasturbation, non, ce que je me suis permis de défendre pendant que tu n'étais pas là, c'est tout simplement qu'Hyperliquid, c'est surtout pas de VC qui te donne pas la gueule. Et je pense que là, en ce moment, on a une preuve concrète avec des cas de plus en plus nombreux que quand tu as une pression vendeuse d'un côté et que tu n'as pas une pression acheteuse de l'autre, ça monte pas. Et quand tu as une pression acheteuse constante
et que t'as pas des VC qui te dumpent à la gueule, bah, ça a tendance à être un petit peu mieux. Bah, en fait, si on prend un peu de recul, ce que les gens cherchaient avec les meme coins, c'était le fait qu'il n'y ait pas de VC pour leur dump à la gueule et que c'était un peu plus organique, mieux distribué, qu'il n'y avait pas d'unlock, etc. Et en fait, imagine cette tokenomique-là, mais en plus de ça, avec des fondamentaux. Et en vrai, au final, tu arrives sur HL, c'est-à-dire que tu n'as pas d'investeurs, pas de VC, pas de market makers qui ont été spécifiquement avantagés, à part s'ils ont eux-mêmes farmé les points et obtenu des tokens. Mais cette fois-ci, tu as des fondamentaux et je pense que c'est ça. Enfin, dans le même délire, tu as quoi? Tu as Bitcoin d'une certaine manière, tu as eu clairement. Ethereum, tu as eu des investisseurs, enfin, tu as eu une pre-sale quand même. Tu as Bitensor qui ressemble un peu plus à ça. Jupiter, je sais pas s'ils ont des investisseurs ou ils sont full bootstrap, je sais pas. Il me semble mais ils ont été gourmands je vais dire une sur la bêtise. tokenomics, parce que c'est 50% pour la team, je crois. Enfin, après, je sais plus ce qu'inclut le team exactement dans Jupiter. Et puis voilà, donc je pense que ça a été le bon token avec les bons fondamentaux au bon moment. Et en fait, c'est ce que j'expliquais dernièrement, c'est-à-dire que en vrai, post-airdrop, les metrics auraient pu baisser. C'est-à-dire qu'on aurait pu se retrouver avec un DEX qui fait moins de volume, avec moins de choses qui se passent, où c'est moins intéressant, comme, on va pas se mentir, 95% des airdrops, où en fait, tout le monde attend de récupérer sa récompense, son airdrop, le vend et puis passe à autre chose, quoi. Et là, cette fois-ci, c'est différent. Donc, je pense que c'est ça qui donne grave confiance, c'est le fait que même malgré l'airdrop, en fait, les gens continuent de s'y intéresser. Ils s'y intéressaient avant, ils s'y intéressent encore après. Et surtout, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent, quoi. C'est-à-dire que tu as des nouvelles fonctionnalités, notamment avec le HIP3, que je pense qui est super mal compris par la majorité des gens, qui est tout simplement, à mon sens, j'allais dire révolutionnaire, mais très innovant, au minimum. Et puis, après, tout ce qu'ils ont fait autour du token, très positif aussi, dans son utilisation. Pas que de la gouvernance à la con. Et puis ensuite, on a l'HyperEVM aujourd'hui qui se développe très bien avec de plus en plus de TVL dans un écosystème qui stagne un petit peu, j'ai envie de dire. En termes de TVL, peut-être. Beaucoup, hein. Ouais. Donc, qui stagne beaucoup, ouais. Franchement, tout au vert. Et après, pour ce qui est du prix et des targets et ces choses-là, là, c'est plus compliqué parce que voilà, j'ai pas trop envie non plus d'envoyer des gens au charbon et qui se disent ouais, c'est bon, Picsou il a dit ça, donc je vends pas avant ça, enfin peu importe. Mais en tout cas, je reste très optimiste. Évidemment, j'étais beaucoup plus optimiste quand le prix était plus faible parce que c'est là où je voyais le plus de potentiel. Je suis toujours très optimiste. Mais forcément, quand on vient de faire x2 ou x3, le potentiel il est un peu plus faible. Mais pour moi, il reste assez intéressant. Et ce qui fait que j'ai toujours 80. Genre, j'avais vendu 10% à 18 et j'ai racheté l'équivalent de ce que j'avais vendu un petit peu après. Donc en soi, c'est comme si j'avais vraiment rien vendu. Et puis après, j'ai pris des petits trades sur les dérivés pour accompagner le prix. Ça, je me suis aussi mis bien, quoi, en plus de BTC. Et du coup, toi, personnellement, tu vises une target ou tu prends tes décisions exclusivement par rapport à Bitcoin et le sentiment de marché général? En soi, genre ça peut paraître bizarre, mais je me mets pas trop de target. Enfin, si j'avais une target, ce serait plutôt genre si on arrivait à la capitalisation ou la FDV de Solana ou de BNB. Là, je pense que je pourrais réfléchir et probablement prendre des profits, etc. Tant que c'est pas le cas, moi je vais regarder plusieurs choses. Premièrement, BTC. Est-ce que je suis toujours aussi bullish sur BTC ou pas? Parce enfin, Hype et Hyperliquid, c'est top, hein, mais on l'a vu quand BTC s'est cassé la gueule, Hype aussi s'est cassé la gueule. Alors certes, il y a des mécanismes qui font que tous les revenus qui sont utilisés terminent dans le token actuellement avec des buybacks, mais ça ne l'a pas empêché de dump. Donc on verra aussi comment il réagira les prochaines fois, mais je regarde surtout BTC, je regarde les US avec le S&P, je regarde les EMA, donc je regarde si les EMA et la structure de marché, voir sur Hype, est-ce qu'on est toujours dans une structure haussière, est-ce qu'on fait toujours des higher lows et des higher highs, est-ce que la dynamique est bonne, et puis après je regarde surtout les metrics, à savoir est-ce que HL fait toujours plus de revenus ou pas, est-ce que les revenus augmentent ou pas, et les metrics de tout ce qui se passe même en dehors des revenus, mais c'est surtout les revenus qui m'intéressent parce que c'est ce qui impacte directement le prix, et ce qui nous permet aussi de définir une tendance. Est-ce que les revenus ils sont élevés, ok, c'est cool, mais est-ce que ces revenus ils augmentent dans le temps, et à ce moment-là peut-être qu'on price pas assez bien les futurs revenus de HL, ou est-ce que les revenus ils stagnent déjà ou ils baissent, enfin, ça avait toutes ces choses-là accumulées, en plus du nombre, par exemple, de stablecoins en circulation, de capitalisation de stablecoins. Ça m'aide aussi au sens général du marché. Donc, j'ai pas une target en me disant, voilà, $100 sur Hype, je vends tout. Ça va être, encore une fois, de l'adaptation en fonction de ce que je vois sur le reste du marché pour rester flexible. Et surtout, je voulais revenir par rapport à ça, c'est que peut-être que ça vous semble
pas opti entre guillemets, de pas avoir un plan d'avance en avance, etc. Alors moi, je me permets de faire ça comme ça parce que j'ai de l'expérience, j'ai de la discipline et je suis capable de prendre des décisions assez rapidement. Mais pourquoi je suis motivé aussi à prendre ce genre de décision, c'est parce que historiquement, c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup d'argent, notamment sur Solana. Où en fait, Solana, de mémoire, j'avais pas de target très précis en tête. C'était surtout jouer une consolidation, la poursuite haussière, et tant qu'on perdait pas la tendance et les EMA, et tant que BTC allait bien, je restais dans le train. Et en fait, ça m'a permis de rester dans le marché et exposé à Solana beaucoup plus longtemps que la majorité des gens, quoi. Donc, genre, je sors pas tout le temps au top, genre, je sors souvent à des bons moments, mais au moins, quand je sors, en général, c'est qu'on a perdu du momentum et on est arrivé souvent au moins une fin de tendance à court moyen terme, quoi. Ok, bon, pour enchaîner, parce que j'ai pas envie qu'ils se disent ouais, c'est propagande HL et tout, c'est juste qu'à chaque fois, c'est un On me exemple pose la qui question, je va réponds. inspirer beaucoup de monde. Bien sûr, non, mais moi, j'ai fait plusieurs émissions très bullish sur Ether, surtout quand il était au plus bas, parce que comme d'hab, les gens qui te disent qu'Ether va plus bas que Terre, c'est bon, ça me fatigue, tu vois. Mais il reste un problème de fond sur ce marché, c'est qu'on se fait vraiment chier, hein. Là, c'est très très grave. Tu vois, t'as des moments où tu scrolles sur Twitter, tu regardes un petit peu l'actu crypto, il se passe plein de trucs, et en fait, ça se reflète sur le prix, parce que le prix, ça ramène l'actu, tout le monde dégaine sa petite nouveauté, etc., et inversement. Là, c'est bon, on a eu Ethereum Pectra, on a eu plein de trucs autour de l'écosystème Ethereum en même temps. C'est Vitalik qui est très vocal, les gens autour de la fondation Ethereum qui sont très vocaux, etc. Et puis c'est bon, c'est passé. Et maintenant, bah, c'est l'ennui total, tu vois. J'ai passé la semaine moins que d'habitude à regarder ce qui se passe sur Twitter et tout. Et en fait, il se passe rien. Et souvent, quand il se passe vraiment rien comme ça, c'est bear, en fait. Et ça m'énerve. Parce que Il y a j'ai quelqu'un qui l'impression dit qu'on fait le tour. c'est un fake bull run, mais en fait, moi, je suis pas d'accord parce que en fait, si juste vous regardez BTC, on est juste en plein bull run en fait. C'est juste qu'on n'est pas en bull run des altcoins, c'est juste qu'on est en bull run Bitcoin. Et après, il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais c'est pour ça que voilà, après, Ethereum il a très bien rebondi, etc. C'est cool, mais BTC a son all-time high quasiment. ETH est encore à moins 60% de son ATH, un truc comme ça. Et c'est pour ça que moi, actuellement, mes positions, elles sont très simples. C'est BTC hype et du stablecoin, quoi. Donc, en fait, c'est compliqué. Enfin, évidemment, c'est facile de dire ça à ma place parce que genre j'ai pris des bonnes décisions et je me suis retrouvé sur BTC la majorité du cycle. Mais en même temps, c'est compliqué quand tu as des bacs d'altcoin de te dire bah maintenant je vais mettre, je sais pas, plus en BTC ou en leverage BTC, enfin, ou peu importe, alors que genre par exemple tu es en perte latente sur tes altcoins, quoi. Donc tout est une question de perspective, de contexte, de portfolio, etc. Mais moi personnellement, jusqu'à maintenant sur BTC, graphiquement, c'était ultra clean, ultra clair. Il n'y a pas de signe d'essoufflement. On a juste fait une correction qui était standard et maintenant avec un rebond qui est super fort. Sur la tech US, on a eu un big dip et une opportunité de malade à saisir avec des journées à moins 7, moins 8%. Opportunité de malade pour se positionner. Bon, évidemment, maintenant ça rebondit, c'est facile à dire, mais ça se faisait. Et en soi, long terme, moyen terme, la tendance n'avait pas changé. Le seul problème, c'est les altcoins. Mais en fait, le truc, c'est que les altcoins, on a bien compris qu'il y en avait trop, qu'il y avait trop d'unlock, de vesting et toutes ces choses-là. Et que, à part si tu es super fort en marketing, en manipulation de jetons et que tu es innovant, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sens que le marché devient un peu plus mature, où le marché se focus peut-être davantage sur des choses qui ont des revenus. Je pense à Hyperliquid, mais je pense que ce que fait Jupiter dans ce sens-là, ou AAV aussi d'une certaine manière, ou d'autres, commence à faire réfléchir, à faire mûrir les réflexions des gens. Et je pense que c'est pour notre bien à tous, quoi. Parce que... Alors, je pense qu'il y aura toujours genre un moment de con où il y aura des meme coins qui pumperont, des altcoins aussi, etc. Mais j'ai quand même tendance à croire que le marché était beaucoup plus facile avant et les gens ont du mal à s'adapter à comment le marché a changé. Ouais. Bah, c'est juste qu'avant c'était rigolo et que là ça l'est plus, quoi, en fait, hein. Il y a un peu de ça aussi. Ah, en fait, si tu prends du recul, les choses qui sont les plus innovantes en ce moment dans l'écosystème, c'est la tokenisation, les stablecoins, qui est une forme de tokenisation avec les reward assets, tout ça. Et globalement, un peu d'infra, mais on est un peu fatigué. Et après, Hyperliquid, Bit-Tensor, quoi. Mais parmi ça, tu as surtout la tokenisation, où en gros, bah, les stablecoins, en termes de capitalisation, ça explose. La demande institutionnelle est en train d'exploser. BlackRock font tout pour qu'il y ait de plus en plus de tokenisation on-chain. Les régulateurs font aussi le nécessaire. Donc en fait, c'est très possible qu'on ait une sorte de bull run sur un secteur de l'industrie où on ne peut pas vraiment spéculer, tu vois. Et je pense que c'est ça qui rend les gens fous. C'est que bah, peut-être que genre, une des principales narratives de ce cycle, on n'arrivera pas à correctement spéculer dessus.
Enfin, c'est ce qu'on expliquait avec Hondo, etc. Genre Hondo, ça peut être incroyable ce qu'ils font, peu importe. Leur token, il sert à rien, quoi. Enfin, c'est encore de la gouvernance. Enfin, il sert à rien. Enfin, c'est quand même souvent de la fausse gouvernance parce que tu achètes un token qui te donne un droit de vote, mais au final, ton droit de vote, il est inutile, un peu comme dans une démocratie où tout est déjà pipé d'une certaine manière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, alors dans le chat, on parle de TAO. Alors c'est vrai que moi, je maîtrise pas à fond la caisse TAO. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je retourne sur des produits dispo sur TAO, donc des subnets, il n'y a pas un seul produit qui vient surclasser Grok ou ChatGPT pour moi. Donc si tu veux, En fait, je crois que il faut pas réfléchir à ça de cette manière-là. En fait, l'idée de Bitensor, c'est aussi en soi, de ce que je comprends, hein, d'avoir des subnets qui soient spécialisés sur certains domaines. Donc, évidemment, si tu veux faire un truc très large, c'est très difficile de battre ces modèles-là. Mais l'objectif de ce que j'ai compris de certains subnets, c'est justement de se spécialiser dans certaines tâches, certains sujets, ou justement là où ils ont le potentiel d'être meilleurs et d'être utilisés et d'être monétisés. oui, non, mais ça j'ai bien compris. Ça, j'ai bien compris. Mais sans parler de large, des limitations dans l'IA, il y en a plein. Hein. On utilise ChatGPT toute la journée, toi et moi. Quand je fais mes trucs d'optimisation PC, Windows, gaming, machin, faut voir la capacité de ChatGPT à dire tout et son contraire, à sourcer des choses totalement fausses, et j'en passe. En fait, dès que tu sors de trucs ultra généralistes et que tu fais des requêtes un peu clés, il dit vraiment de la merde. Et c'est là où il y a de la place à prendre. Et c'est pour ça qu'ils entraînent énormément les modèles, tu vois. Genre, ils les entraînent sur des datasets qui sont spécialisés sur ces sujets-là pour justement créer une valeur ajoutée, quoi. Oui, comme NIR Protocol et compagnie. Mais en attendant, ces modèles, bah, je les utilise pas. C'est juste ça que je dis, en fait. Ouais... Tu l'utilises pas parce que tu n'en as pas forcément l'utilité, tu vois, personnellement. Bah, si ça surclasse ChatGPT ou Grok ou Perplexity ou ce que tu veux, bah, j'en aurais l'utilité. Mais c'est pas le cas. Moi, je suis pas d'accord sur ça. C'est-à-dire que, par exemple, toi, demain, avoir un subnet qui est dédié aux pronostics sportifs, aux statistiques liées au sport ou à d'autres choses, tu t'en branles, mais c'est quand même utile pour des gens, tu vois. Ouais, et ça peut être la même chose sur des sujets très précis. Donc, je pense que c'est plutôt ça l'accroche de Bitensor, mais évidemment, en fait, le problème de Bitensor, de ce que je vois de l'extérieur, enfin, encore une fois, ça se trouve, je suis ultra dans le faux, n'hésitez pas à me corriger dans le chat, mais j'ai l'impression que Bitensor, ça marche parce que c'est subventionné, quoi. Genre, le revenu, oui, bon. Est-ce qu'il y a un vrai revenu ou est-ce que c'est genre des revenus qui sont donnés par le protocole mère d'une certaine manière ou des émissions? Enfin, je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a des gens qui payent vraiment et beaucoup ou est-ce que c'est majoritairement le protocole qui incentive les gens à être dessus? Je crois pas. Je vais pas dire de bêtises, mais je ne crois pas. Après, c'est un peu le principe des cryptos de rémunérer avec de l'argent magique l'Internet, tu vois. Oui, mais Hyperliquid, les gens, ils payent leur fees, quoi. Ils sont pas... Alors, tu peux me dire qu'ils sont incentivés, c'est Hyperliquid parce qu'ils pensent qu'il y aura une saison 3 et qu'ils vont avoir des points qui leur donneront des jetons. C'est entendable. Mais je pense qu'actuellement, la majorité du volume n'est pas là pour farmer un airdrop, quoi. Hors HyperEVM, évidemment. Les revenus, ça veut forcément tout dire, point d'interrogation. Bah, en soi, les revenus, c'est quand même ta capacité à monétiser ton produit. Donc, si ton produit est utile et qu'il a de la valeur, les gens sont prêts à payer pour ça. Est-ce que ça veut dire que tu es rentable? Enfin, on dit... Enfin, t'as pas besoin d'être rentable pour avoir du revenu et prouver que ton produit a de la valeur et de la demande. Mais je sais pas, peut-être que je réfléchis pas dans le bon sens. En fait, si vous voulez, pour les gens qui nous écoutent dans le chat, le but c'est pas de vous mettre un coup de chaud par rapport à Bitensor ou de votre projet préféré, pas du tout. Peu importe. C'est plutôt que, tu vois, quand on me parle de Bitcoin, à la question il sert à quoi, je suis capable de répondre. Quand on me parle d'Ethereum aussi, quand on parle de Solana aussi, maintenant Hype aussi, et Bitensor, je comprends la vision, mais comme sur X projet, je comprends la vision, mais la vision c'est bien, mais ce qu'il y a en face, c'est mieux. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je connais personne dans mon entourage qui utilise Bitensor. Je parle pas de gens qui créent des subnets ou qui spéculent sur des subnets, je parle de gens qui utilisent les subnets. Je n'en connais pas, tu vois. Alors que tu me parles d'Hyperliquid, bon bah voilà, frais extrêmement bas en spot et en perp, c'est décentralisé, donc t'as pas de KYC, donc c'est on-chain, patati patata, je comprends. Solana, bon bah t'as eu les mêmes, t'as eu la DeFi qui était beaucoup plus accessible par rapport à Ethereum, je comprends. Ethereum, le fait que ce soit un gros protocole décentralisé pour faire de la finance décentralisée, je comprends. Bitcoin, la monnaie et le réseau de paiement et maintenant la réserve de valeur, je comprends. Pour ce qui est du reste, c'est toujours de la vision, de la vision, de la vision. Donc moi, je veux bien la vision, mais quand tu veux faire venir du retail, tu le fais pas venir avec une vision, tu le fais venir avec un produit. Oui et non. Est-ce que les dernières Altcoin Season, c'était pas justement de la vision et jamais du produit? Mais justement, est-ce que c'est pas en train de changer? Ah oui, mais probablement. Après, en fait, le retail, j'ai du mal à voir ce qui pourrait l'attirer.
Pour moi, il y a qu'un truc, c'est genre des prix verticaux, enfin des graphiques où on est en full vertical et une narrative incroyable. Mais je pense que moi, je réfléchis de moins en moins retail, hein. Enfin, évidemment, le fait qu'il y ait des nouveaux entrants, des particuliers qui veuillent FOMO, etc., évidemment, c'est un truc à surveiller et tout. Mais je pense qu'on a passé un certain stade, tu vois. Enfin, en fait, tu as eu 2017-2018 où les gens découvraient les cryptos et étaient comme des fous. J'ai l'impression d'être là avant tout le monde et c'était le cas. Mais ils y sont allés un peu n'importe comment. Et ensuite, tu as eu 2020-2021, pareil avec les prix verticaux, cette fois-ci les NFT. Et je pense que là, on a juste lessivé trop de gens. Et il faut pas oublier que 2020-2021, on a eu le Covid, donc il y a eu plein de gens qui restaient chez eux, qui savaient pas quoi foutre, qui ont eu des stimulus checks aux US, etc. Là, aujourd'hui, les cryptos, c'est plus hype. C'est plus le truc shiny, le truc brillant qui attire tout le monde, tu vois. Et j'ai du mal à concevoir comment ça redeviendra le cas. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on a trop cassé la gueule du retail. Le retail, il arrivera pour moi, mais je sais pas, genre. Moi, si je devais faire une pas rétrospective, autant comme en tu tête. dis, de 2017 ou 2021, regarde 2017. Pourquoi moi j'étais à fond sur les cryptos? Parce que je m'imaginais un monde, tu vois, où en fait on remplaçait la monnaie fiduciaire par des altcoins et puis on faisait toutes sortes de services payés en altcoin. Sauf qu'il n'y a pas de service. Enfin, il n'y a pas de service qui surclasse des services centralisés. 2021, encore pire, tu vois. Il y a la DeFi sur Ethereum, on voit la BNB Chain, on voit Solana, Phantom et j'en passe, donc beaucoup plus accessible. Et on se dit, ouais, il y a plein de services financiers qui vont se créer. Et au final, les services financiers, aujourd'hui, c'est le stablecoin et la DeFi. Et en plus, on se rend compte que pour ce qui est de la DeFi, tout le monde se vampirise parce qu'il y a toujours une nouvelle petite techno qui sort, un nouveau fork et compagnie, et c'est indépendant de la chaîne. Donc au final, tu peux pas spéculer sur la chaîne à proprement parler, et tu peux pas non plus spéculer sur le token, souvent parce que c'est un token de gouvernance. Alors tu vas me dire, oui, maintenant il y a le fee switch, mais ça se reflète pas vraiment sur le prix pour le moment, parce que le free C'est switch, pas ça rend assez, pas 1 million riche. par semaine, non mais genre 4 millions de dollars d'achat par mois, enfin c'est ultra faible, enfin surtout pour une market cap comme AAV. AAV c'est, enfin c'est pas 4 millions qui vont faire la différence, après à l'année évidemment, mais c'est, je sais pas. En fait je comprends pas pourquoi, genre quelle est la stratégie, j'ai pas assez étudié encore une fois, hein, mais sur AAV c'est quoi l'idée en fait, genre pourquoi c'est genre, enfin ça avait l'air d'être un chiffre plutôt fixe, non? Enfin, ou est-ce que c'est un chiffre Je sais dynamique pas. pour les buybacks? Je pense qu'ils y vont progressivement et que peut-être que ça augmentera plus tard. Je sais pas vraiment quelle est la stratégie, pour être très franc. Mais pour reparler des particuliers, est-ce que les particuliers ils vont pas arriver juste via l'utilisation, comme tu disais, de stablecoin ou de DeFi, via leur app bancaire, via leur Revolut, via leur N26, via leur truc à gauche à droite, genre ils vont avoir du 4-5% sur leur stablecoin, sans même qu'ils s'en rendent compte, sans même limite qu'ils se rendent compte qu'ils ont du stablecoin. Enfin, j'en sais rien, mais pour Oui. moi, ou même la tokenisation, j'ai pas de l'IMO ou de trucs. Enfin, moi, je vois plus. Enfin, maintenant, je pense que ça va plus s'interfacer comme ça, vu que la régulation est plus claire et qu'il y a des banques qui commencent vraiment à intégrer les services crypto, quoi. Et ça, on le voit de plus en plus. Donc, je me demande si c'est pas ça le plus probable. Et du coup, c'est un peu moins feu d'artifice de notre perspective. Mais pour autant, c'est de la TVL qui rentre surtout en DeFi, de ce que je comprends. Ouais, mais du coup, tu spécules sur quel token, tu vois? C'est toujours la question qui fâche. C'est ça, c'est ce que je te dis. Moi, je pense que ça va être compliqué de spéculer sur certaines narratives gagnantes comme les stablecoins. Alors après, tu as des narratifs comme Ethena ou genre Usual ou genre ces boîtes-là qui font leur propre stablecoin et qui donnent un petit peu plus de pouvoir entre les mains des gens. Mais est-ce que c'est vraiment un moyen de s'exposer à la performance et la réussite de ces protocoles? Je ne sais pas. En tout cas, historiquement, c'est un peu compliqué. Et puis après, nous, on ne peut pas avoir des parts chez Circle, à part s'ils font une IPO. Tether, c'est pareil. Donc, en fait, je suis genre grave confiant sur BTC et sur l'univers crypto global et sur sa réussite. Mais choisir le bon cheval et des narratifs qui vont gagner et trouver la prochaine pépite, pour moi, là, actuellement, c'est trop compliqué, quoi. Et c'est pour ça que j'ai des bets qui sont très simples. C'est ça. En fait, la question, c'est est-ce qu'il faut faire le deuil des cycles alt-season? Elle est compliquée, celle-là, parce qu'on sait que ça peut péter à tout moment. Mais ça pète toujours par des narratifs. Après, je pense qu'on réalise pas la valo qu'on a mis sur certains projets. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que si. Je le réalise. On a envoyé des projets à des milliards alors que c'est des coquilles vides, c'est une dinguerie. Je pense qu'à un moment, on s'est vraiment habitué à des folies. Mais je sais pas, en tout cas, moi, je réfléchis pas trop comme ça.
il n'y a pas de réponse genre évidente oui ou non. Moi, je pense juste qu'il faut prendre un jour après l'autre. C'est-à-dire que de base, je reste dans des trucs grosses convictions ou très innovants, donc Bitcoin et hype. Et si jamais je vois qu'il y a à nouveau de l'intérêt pour les altcoins, ou que je vois qu'il y a des choses qui changent, ou que par exemple les taux directeurs baissent et que les gens et que les gros. En fait, c'est ça aussi la différence avec ce cycle. C'est qu'on est dans un cycle où, d'un point de vue TradFi, on est sur des taux qui sont relativement élevés et qui n'ont pas baissé aux États-Unis. Et donc, si tu regardes de mémoire, toutes les altcoin season sont arrivées au moment où les investisseurs étaient prêts à prendre le plus de risques, à savoir le moment où les taux étaient les plus bas. Et du coup, les altcoins, c'était un peu la dernière étape dans la chaîne alimentaire, quoi. C'est genre le dernier truc sur lequel genre, les gens ont envie de prendre du risque parce que c'est le truc où faut récompenser à prendre du risque, tu vois, dans une économie où tu es à taux zéro ou négatif. Là, aujourd'hui, c'est moins le cas, quoi. Donc, c'est pour ça que genre, je pense que la crypto, c'est pas forcément la priorité. Et les altcoins, bon, pour eux, c'est le cadet de leurs soucis, quoi. T'as vu le nombre de projets qui mettent la clé sous la porte aussi en ce moment? C'est violent. Hein. Après, pour moi, très naturel. Genre, ces boîtes-là, elles ont été financées par des levées de fonds. Et les levées de fonds, c'est quoi? C'est simple, c'est soit t'accélères et tu réussis, et t'as un product market fit, et t'es là pour rester, et t'as du revenu, et genre, tu fais sens, et t'existes, ou t'es capitalisé. Soit ça marche pas et tu meurs, en fait. Donc, et il faut savoir que la majorité des investissements sont perdants, et la majorité des boîtes ferment leur porte, enfin, mettent la clé sous la porte, quoi. Donc, c'est normal qu'il y ait plein de boîtes qui ferment, on le voit à chaque cycle. Juste, c'est surprenant de le voir maintenant alors qu'on a un BTC à 105 000 $, quoi. Mais je pense pas que les boîtes qui mettent la clé sous la porte actuellement soient des boîtes qui apportent énormément de valeur ou qui sont indispensables à nos yeux, quoi. Tous ceux qui sont vraiment en place existent, font du revenu. T'as qu'à regarder Tether, Circle, ils ont jamais fait autant de revenus quasiment, de ce que je comprends. Tu regardes AAV, ils ont rarement aussi bien marché. Donc, genre les gens restent et sont toujours en position de force. C'est surtout les petits innovateurs qui soit réussissent fortement, soit réussissent pas. Et pour le coup, la majorité n'arrive pas à y survivre. Et je pense que même le marché, on en parlait déjà, du rôle des VC, de comment ça allait évoluer, etc. Je pense que là, c'est vraiment en train de changer. Entre les dernières levées de fonds qui sont mal valorisées, parce que peut-être on a trop valorisé pendant trop longtemps. Trop valorisé, clairement. Certains projets, et puis les gens qui en ont marre des tokenomics de con. Donc en fait, les gens se sont réorientés vers des initiatives un peu plus faires, donc Bitensor, Hyperliquid, etc., mais aussi vers Echo.xyz, qui est une plateforme sur laquelle en fait, des projets lèvent des fonds directement auprès d'investisseurs relativement qualifiés ou des gens qui sont à fond, quoi. Et ça, c'est plus à des valos qui sont très raisonnables. Donc ça, c'est un peu plus sain, quoi. Donc, mais c'est clair que bon, t'as quand même des VC géants qui ont levé et qui ont financé pour des centaines de millions de $, des projets qui sont... en tout cas, moi, j'ai pas eu la vision, mais c'est... Business as usual, c'est juste qu'à chaque fois, on montait les valos et puis que pour la première fois, tout le monde s'est fait secouer, en fait. Tout le monde s'est fait secouer. Ouais. Et je pense que les VC, ça leur a mis... on parle beaucoup des gains, mais je pense qu'il y a des VC, ils ont dû prendre des pertes. Ils doivent se dire, putain, on aurait arrêté l'activité en 2021, on serait partis comme des voleurs, on aurait fait beaucoup plus d'argent que si on avait continué de mettre des billes. Mais il y a beaucoup de gens qui avaient plus d'argent en 2021 que maintenant aussi. Hein. Clairement. Ça, c'est une réalité qui est un peu tabou. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop. Mais est-ce que dans le chat, il y a des gens qui avaient plus d'argent en 2021 qu'aujourd'hui? Moi, largement. Curieux de voir dans le chat. Moi, il y a un gap entre 2021 et maintenant qui est absolument sensationnel. Alors, Mignon Pignon, moi, oui. Ça a l'air d'être 50-50 un peu, non? Mais en tout cas, les gens ne sont pas en énorme gain, ce cycle-là. Ouais, on est à 50-50. Hein. C'est vrai qu'avec mais le truc, c'est qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ça n'a pas aidé. Hein. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais je pense qu'ils veulent dire la même chose. Par contre, c'est ça qui me dérange. En gros, est-ce que vous avez fait plus d'argent ces 2 dernières années qu'avant? Est-ce que votre folio, il est plus gros maintenant qu'avant? C'est ça la question, en fait. Oui ou non? Oui. Ouais, il y en a qui ont fait des ronds. Hein. J'ai une autre question juste après, là. C'est quand même... Il y a beaucoup de oui. Je dirais 60% de oui. Ok. Et du coup, question, sur ce cycle, qu'est-ce qui vous a fait gagner le plus d'argent? Je veux voir sur quoi les gens ont fait de l'argent ce cycle-là. BTC, Tao, Solana, Hyperliquid. BTC. Tao aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur Tao. Il y a quelqu'un qui a osé mettre ETH. En vrai, ETH, techniquement, il a fait en x3 ce cycle. Si on prend le plus bas et le plus haut. Le bottom, même un peu plus haut. Même un peu plus. Il est descendu quoi à 800, je crois. Il y a quand même des gens qui ont mangé avec les airdrops. Hein. Ça c'est impressionnant. Ouais. On a beaucoup de gens qui nous disent avec les airdrops qu'ils ont mangé. Et vous avez mangé quoi comme airdrop, du coup? C'est quoi Mettez airdrop de points, nom du projet. Ouais. Il y en a qui ont mangé sur Bonk. Il y a quelques personnes qui ont acheté Solana bas, genre 15 ou $20. Voilà, airdrop hype, c'est ça qu'on veut voir.
Airdrop Cosmos, Airdrop Million. En vrai, je suis curieux de savoir, genre vraiment. Enfin, du coup, c'est pas une question, les gars, allez pas leak vos informations ici. Mais je suis vraiment curieux de savoir, genre, combien les gens gagnent avec Hype, tu vois. Je me dis, il y a un mois, il y a. Dans le chat, ça a dû vraiment se mettre hier, non? Après, ça dépend de ceux qui ont hold ou pas, parce que c'était rude, mais. En tout cas, tant mieux, hein, s'il y en a qui en fait des ronds. Oubliez de claim mes Hype. Ah, frérot, ils te l'ont rappelé plein de fois de les claim d'ailleurs. J'ai un pote, c'est ça qui s'est arrivé, il a loupé 100 ou 200K, un truc. 15K Hype avec un wallet à 5K. BNF. Ok, bah écoute, Capet, on passe à la partie actu. Ouais, C'était chaud. c'est parti. Ouais, franchement, très, très impressionné. GG à vous, hein, si vous avez mangé sur les airdrops. Ouais. Hop, Alors, confirme-moi que tu attends. vois mon écran. Ouais, on peut même nous mettre en. Voilà, peut-être comme ça là. Vérifier un truc parce que j'aime pas avoir ma barre des tâches en bas. Pas grave. On va garder la barre des tâches. Bon, déjà, bah, vous connaissez comme d'habitude, hein, merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission Masterclass. Alors normalement, j'ai fait les choses bien, je suis déjà connecté à la plateforme pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc Bitpanda, c'est une plateforme all-in-one, on peut dire, qui fait pas que de la crypto, qui vous permet aussi d'acheter des actions fractionnées, qui vous permet d'acheter des indices, des ETF, des métaux précieux. Alors c'est très simple, dès que vous avez créé un compte, voilà, donc classique, hein, vous mettez votre email, petit mot de passe, un numéro de téléphone, vous faites un KYC avec votre pièce d'identité, c'est plié en quelques minutes, hein, qu'on se le dise. Vous déposez des fonds, soit par virement bancaire, soit par carte bancaire, soit vous déposez directement des crypto-monnaies. Vous avez la possibilité d'acheter différents types d'actifs. Et comme je vous ai dit, ça ne s'adresse pas que aux cryptos. Vous avez tous les types d'actifs qui sont ici. Donc, ça vous permet de pouvoir jongler si jamais vous avez envie de vous diversifier et pas faire exclusivement de la crypto. Je pense notamment à l'or qui avait bien monté récemment. Je sais pas si c'est le bon moment d'acheter de l'or maintenant. Il y en a plein qui disent ouais, c'est le top, nanana, je n'en sais rien. Mais du côté de tout ce qui va être action, bah, y a des trucs intéressants, notamment les actions américaines. Je pense à Nvidia, Apple, Amazon, et j'en passe. Si vous vendez bien entendu une crypto-monnaie en plus-value pour acheter une action, vous faites une plus-value sur la crypto, c'est un événement fiscal, il va falloir le déclarer, il va falloir payer un impôt dessus. Mais si vous voulez vous diversifier entre crypto et actions, vous pouvez passer par cette plateforme. Voilà, vous sélectionnez simplement ce que vous souhaitez acheter, vous mettez le montant, vous mettez la devise et vous actionnez l'achat. Donc il y a pas mal d'outils comme celui-ci, notamment un outil plan épargne qui vous permet, si jamais vous avez envie de vous exposer progressivement à un actif, je pense naturellement à Bitcoin, vous pouvez dire voilà, virement bancaire, bon, il y a mes infos bancaires, on s'en fout, vous allez faire quoi avec mon IBAN de toute façon. Vas-y, je continue. Périodicité, voilà, vous pouvez mettre hebdo, bimensuel, mensuel, la période, etc. Si vous voulez acheter à coût de 50 €, à coût de 100 €, vous pouvez faire tout ça. Donc, l'intérêt, c'est quoi quand vous faites un plan épargne périodique comme celui-là? C'est que c'est difficile de se dire à quel moment il faut acheter. Et puis, peut-être que tu n'as pas envie à tous les moments de te connecter à la plateforme, exécuter l'achat, parce que si tu regardes constamment le prix, tu te dis, ah ouais, peut-être que ça va rebaisser, donc il faut que j'achète à ce moment-là. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Donc le mieux des fois, c'est simplement de définir une période, lier son compte et tout simplement enclencher l'achat. Voilà. Et vous avez aussi un outil de staking. Alors qu'on se le dise, les taux ne seront jamais aussi bons que si vous stakez directement, mais au moins là, c'est géré par Bitpanda, vous prenez pas la tête. Donc si vous avez envie de toucher des intérêts sur différentes crypto-monnaies, je pense à l'ETH par exemple, ou du Solana, vous pouvez le faire aussi sur la plateforme Bitpanda. Et si vous voulez faire un petit peu de trading actif pour démarrer, vous avez la plateforme Bitpanda Fusion, qui elle va vous permettre de payer moins de frais que si vous utilisez l'outil classique de trading sur l'interface par défaut. Et voilà, vous choisissez simplement la paire de jetons que vous souhaitez trader. Vous avez pas mal de jetons qui sont proposés. Et vous avez, comme sur pas mal d'interfaces de trading, les boutons acheter et vendre. Voilà. Donc je vous laisse regarder tout ça. Et au niveau Bitpanda des frais, Fusion, compétitif en Europe. Désolé de te couper, Bitpanda Fusion, en fait, la spécificité aussi, c'est que ça fait une agrégation de plusieurs carnets d'ordre de différents exchanges. Donc, en fait, ça te permet de faire une agrégation des carnets d'ordre de différents exchanges Tier 1 pour avoir la meilleure liquidité. Et donc, voilà. Donc, en soi, Bitpanda, je pense que c'est moins fait pour des utilisateurs qui sont genre très avancés. Mais si jamais vous voulez pas vous prendre la tête, acheter les cryptos, les stocks au même endroit, faire votre DCA, déposer des euros, retirer des euros, etc. Au moins, vous avez une option simple, vous avez tout au même endroit. Et en fait, si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien dans le chat. Vous avez aussi le QR code en haut à gauche de l'écran qui nous permet aussi de nous soutenir et évidemment de proposer ce genre d'émission. Merci à eux. Et en vrai, pour le coup, la plateforme est vraiment complète. C'est ça qui est agréable. Et simple. Simple d'utilisation, évidemment. Voilà. Et il faut savoir que oui, vous pouvez faire du crypto to stock. On m'a demandé dans le chat. Voilà, vous sélectionnez l'actif en entrée, l'actif en sortie, et vous pouvez faire votre petit swap. Comme je vous ai dit encore une fois, si vous êtes en plus-value, et ben évidemment la plus-value crypto, c'est un événement imposable. Voilà. Et je reprends sur l'actualité. Donc on commence déjà avec une petite initiative, une
une petite grande initiative d'Ethereum où on nous parle d'un plan $1 trillion security. Alors le principe il est simple, c'est de double down sur la sécurité. Donc s'adresser à des expertises sur la sécurité pour vraiment s'assurer que ce soit Ethereum, les protocoles, les roll-ups, qu'il n'y ait pas de faille de sécurité pour que justement des acteurs institutionnels puissent faire confiance à Ethereum pour y confier des actifs. Aujourd'hui, on parle de quelques dizaines de milliards de dollars qui sont, 63 milliards de dollars précisément, qui sont déposés sur Ethereum. L'idée, c'est d'atteindre les 1000 milliards de dollars. Évidemment, en rassurant les acteurs institutionnels, ça permet de valoriser Ethereum et ça peut se répercuter sur le prix à terme. Donc, voilà au niveau de l'initiative. On a également une troisième personne qui, elle, va s'assurer de valoriser l'actif ETH en tant que tel, avec justement cette fameuse rumeur de réserve stratégique. On en entend beaucoup parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi en off. Il se pourrait que dans un certain temps, on se retrouve avec des micro-stratégies bis, des entreprises qui vont vouloir s'exposer plus lourdement à Ethereum. Voilà. Donc, pour le moment, ils ont fait une annonce dans ce sens-là. Je pense que dans les semaines et les mois qui arrivent, on va en savoir plus à ce sujet-là. Mais en fait, c'est un gros point sur, en soi, la DeFi institutionnelle en soi. C'est-à-dire, on a compris qu'on n'allait pas peut-être battre d'autres L1 d'un point de vue performance, mais on appuie super fortement sur une des plus grosses provisions de valeur d'Ethereum, à savoir sa sécurité, que derrière, tout le monde essaye de réutiliser d'une certaine manière avec le restaking. Et aujourd'hui, Ethereum est fort, notamment pourquoi? Parce que Ethereum, c'est la plus grosse TVL en DeFi et c'est là où les gens ont confiance pour mettre leur argent. C'est l'endroit par défaut où tu mets ton argent et tu te dis, OK, c'est relativement safe, alors que peut-être de la DeFi sur Solana ou sur d'autres chaînes, ça fait un peu plus peur, quoi. Clairement, et puis surtout, Ethereum, ça ne tombe pas en panne. Voilà. Et beaucoup plus de protocoles de ce que tu montres. Qui en a confiance. Beaucoup plus de protocoles, beaucoup plus d'adresses, pas vraiment, puisque Solana, c'est la fête du slip, comme tu le sais. Et tout simplement, il y a ce climat de confiance. Et puis, pour revenir sur le sujet des performances, effectivement, le Layer 1 Ethereum, à court moyen terme, ne suivra pas d'autres L1 en termes de performance, mais si on cherche la performance pure, on peut aller déposer des fonds sur un roll-up. Et moi, je m'attends à ce que d'ici quelques mois, déjà, le L1 augmente vachement ses performances. Alors, pour ceux qui ne suivent pas les masterclass, quand Picsou n'est pas en ligne, je vous la refais. En gros, si vous voulez, Ethereum, pendant plus de 2 ans, le Layer 1, il avait quasiment pas évolué. En début d'année, ils ont augmenté de 20% les performances du Layer 1. Et là, il y a déjà une initiative pour doubler les performances du Layer 1 dans peu de temps. Ça va dépendre des validateurs s'ils activent le fait d'avoir 60 millions de gaz au lieu des 36 millions actuellement. Et du côté testnet, donc des réseaux de test, on essaie déjà de tendre vers 100, voire 150 millions de gaz, ce qui ferait que, comme en début d'année, on était à 30 millions de gaz, si on arrive à atteindre 150 millions de gaz stables d'ici la fin d'année, on ferait déjà x5 au niveau des performances sur le Layer 1 Ethereum. Alors évidemment, c'est à des années-lumière de ce qu'on peut voir sur un Hyperliquid, un Solana, etc. Mais c'est un début, puisque, encore une fois, tu profites quand même de la sécurité, du climat de confiance du Layer 1 Ethereum. Et je pense que beaucoup d'acteurs institutionnels confier de l'argent à un protocole type Solana, c'est juste pas envisageable, alors qu'Ethereum, il y a un ETF aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Question, dans Pectra, il y avait notamment le fait que on peut staker beaucoup plus d'Ethereum sur en tant que validateur, en tant que nœud, je sais plus. Oui, en tant que validateur. Et du coup, est-ce que le nombre de validateurs a drastiquement baissé? Alors, pas du tout. Il va baisser très 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 légèrement, mais pas drastiquement. J'essaie de retrouver le dashboard. Il faut attendre que Lido fasse les grosses modifs, non? Parce que c'est en gros tout le monde stake chez Lido et ils sont limités. En fait, c'est pas ça. C'est que si tu veux, en gros, tu as un réglage au niveau du protocole qui fait que, tu vois, c'est pas genre tout le monde en même temps dit bon, je veux passer à 2048 et hop, tu passes à 2048. En fait, c'est comme si tu avais une longue liste d'attente. Et progressivement, tu as certains validateurs, tu vois, qui augmentent leur nombre d'Ethers stakés par validateur. C'est pour ça que tu peux en voir un qui a 1472 Ethers stakés, un autre à 1117. Mais en fait, t'en as que quelques-uns. Mais à l'échelle du réseau, ça, ouais. Voilà, à l'échelle du réseau, ça n'a pas bougé en fait. Tu vois, on avait peut-être 1 60 000 et quelques validateurs. Tu vois, on est passé en dessous des 1 60 000. Mais avant d'avoir une réduction drastique, ça va mettre des semaines, des mois. Et j'avais vu un calcul sur Twitter. Je l'ai plus sous la main. Mais en gros, il m'expliquait que si on voulait passer d'1 million à 500 000, il faudrait attendre probablement 250 jours déjà. Sauf si il y a un changement au niveau du protocole pour accélérer la cadence, mais c'est pas le but, parce que le but,
de vouloir aller lentement mais sûrement, c'est de pas mettre en danger la sécurité d'Ethereum, tout simplement. Donc ça va se faire gentiment. Mais tu vois, on était à 32,10 et là on est à 32,3 en average effective balance. Donc ça, on va pouvoir le surveiller chaque semaine. Je vous mets le lien Non, ça va dans le chat exploser. pour les En intéressés. fait, à partir du moment où Lido fera le changement, ça va exploser, quoi. Je pense que ça va rester très lent, honnêtement. Sauf si, encore une fois, tu vois, je te parlais d'un En réseau coût de test d'infra, juste avant. en coût d'infra, c'est mieux pour les Lido, etc., d'avoir moins de validateurs à gérer. Donc, Oui, je oui, suppose non, mais qu'ils ça, ont c'est sûr. intérêt à le faire économiquement. Mais tout le monde a, en fait, tout le monde a intérêt à le faire. C'est juste que du côté d'Ethereum, ce sera lent. Ouais. Mais tu vois, il y a un réseau de tests qui s'appelle PerfTest, je crois. C'est un nouveau réseau de tests. C'est un petit peu un Solana-like, où en fait, au lieu d'imposer un hardware avec des processeurs 4 cœurs, je crois 8 Go de RAM, etc., ils disent, bon, bah, on fait comme Solana. On impose des validateurs avec des processeurs 16 cœurs, de la RAM à fond la caisse, etc. Et on voit à quel point on peut pousser les performances de l'EVM à outrance. Et surtout sur un nombre de validateurs très limité. Donc je pense que très progressivement, on va passer à peut-être 500 000 validateurs ou 300 000 validateurs au lieu d'1 million. Et que dans le même temps, on va essayer de pousser les performances de l'EVM. Donc encore une fois, ça va être très lent sur Ethereum, mais il y a des améliorations qui sont notables qui se font en ce moment même. Ensuite, je ne sais pas si tu as vu cette info-là, mais on a une deuxième salve de remboursement qui arrive sur FTX. On parle de 5 milliards de dollars qui seraient reversés aux créanciers. Par contre, j'ai pu voir sur Twitter que les gens qui sont éligibles à ce reversement, ils savent pas exactement combien ils vont toucher, même si ça va arriver très rapidement. Et je te pose la question suivante, est-ce que tu penses que ce fric-là, il va être bénéfique au marché à court moyen terme? Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur claim. Donc, des gens qui ont vendu plus ou moins leur compte et ce que FTX leur devait à d'autres prestataires qui, derrière, prennent une marge, pour faire très simple. Donc, déjà, faut pas se dire que la majorité du cash va revenir dans le marché. Il y a juste des acteurs qui sont positionnés pour trouver de la performance, quoi. Et après, oui, moi, je pense que après 5 milliards, c'est pas... Enfin, si tu as 5 milliards qui est remboursé et peut-être genre 2 milliards, 1 ou 2 milliards qui ont été capturés par des acteurs comme ça et qu'il reste 3... est-ce que ces gens-là qui sont, n'attendent que ça pour remettre de l'argent en crypto, je sais pas, mais après à l'échelle d'un marché en crypto entier, 5 milliards, c'est pas tant que ça, surtout que ça va pas être 5, mais je sais pas, peut-être que le marché va l'anticiper. Ouais, mitigé. Franchement, en fait là, pour le coup, ça a l'air d'être vraiment la date finale, alors que jusqu'à maintenant, on nous faisait un petit peu tourner en bourrique. Donc j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne, surtout pour les gens qui ont encore des fonds là-bas. Donc La vague 1, c'était fin 2024, non? Novembre-décembre. Je me souviens plus honnêtement. Il y a moyen. Il me semble que c'était ça. Ok. En tout cas, ça n'avait pas eu d'impact significatif sur le marché, la salle 1. Donc je pense que ça fait plaisir pour les gens qui vont revoir leur fric, mais ouais, je suis du même avis que toi, je pense que ça va pas avoir d'impact particulier. Ensuite, par contre, pour les bonnes nouvelles, on a Coinbase qui rentre dans le club du S&P 500 et la news a été très très bien accueillie puisque l'action elle est passée de $200 à plus de $260. Ça fait plaisir pour les gens qui ont voulu s'exposer indirectement aux crypto-monnaies par le biais du stock coin. Ouais, tout à fait, en un mois. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que avec un Coinbase qui rentre dans le game du S&P 500, en fait, il y a plein de gens qui vont s'exposer au stock base sans forcément le savoir. T'as plein d'Américains, plein de boomers qui vont s'exposer à Base. Et apparemment, il y a des spécialistes qui pensent que ça va multiplier par 7, je crois, le volume d'échange du stock Base. Donc, c'est assez violent. Je me rendais pas compte, mais on parle déjà d'une valorisation de 67 milliards pour Coinbase. C'est huge, hein. C'est gros, ouais. À l'échelle d'un L1, ça ferait quoi? À l'échelle d'un L1, ça nous ferait presque un Solana, entre Dogecoin et Solana. Il serait top 7, comme l'USDC. Ensuite, toujours sur Coinbase, alors vous avez peut-être vu passer cette information, pour faire très court, il semblerait qu'il y aurait des gens mal intentionnés qui auraient payé des gens du support Coinbase à l'étranger, probablement des Indiens, Pakistanais, je ne sais pas, des ressources qui sont payées au lance-pierre, quoi, pour leur proposer d'extorquer des données clients. Alors, ce qui est assez violent dans cette histoire, c'est que d'une part, on en a entendu parler puisque Coinbase a été obligé d'en parler justement par rapport à cette histoire d'entrée au S&P 500, de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ça, en fait, potentiellement, l'affaire aurait été étouffée, déjà d'une part. Et d'autre part, c'est bizarre qu'on ait des membres du support qui arrivent à avoir accès à autant de données sensibles. Bon, je suis... En tant qu'Européen de base, je pense à RGPD, à tout ça, je trouve ça absolument terrifiant. Mais bon.
Et du coup, Coinbase a réagi en disant bon ben nous on va pas répondre au chantage puisqu'il semblerait que les personnes mal intentionnées auraient demandé à 20 millions de dollars à Coinbase pour ne pas leak les informations. Coinbase a dit on va pas vous payer 20 millions. Par contre, on propose aux gens, s'ils identifient les hackers et qu'ils les retrouvent, et ben justement la somme de 20 millions de dollars. Donc c'est un gros effet de com. Je trouve ça un peu particulier, moi personnellement. Affaire à suivre. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'histoires comme ça sur les différents exchanges. Ensuite, ça c'est la nouvelle assez rigolote. On a un des cofondateurs de MetaMask qui laisse s'entendre qu'il pourrait y avoir un token Mask de MetaMask. Il dit pas oui, mais bon, quand il nous dit oui, c'est très possible que ça arrive, et surtout faites attention, parce que si ça arrive, on fera pas une annonce à la ZUB, on vous dira directement dans votre wallet si vous êtes éligible ou pas, ça annonce quand même la couleur. Par contre, pourquoi il servira faire à quoi ce token? Exactement, pourquoi faire? Tu vois, c'est comme Rabi qui Ouais, avait ça eu fait un vraiment système de cash points, grab. maintenant, Honnêtement, ça fait cash grab. Genre MetaMask, ça avance. c'est pas quoi en penser. Vraiment, je sais pas. En fait, je comprends pas comment on veut. Pourquoi utiliser MetaMask aujourd'hui en tant qu'utilisateur genre ultra actif en crypto quoi. Genre pour moi, si tu l'utilises, c'est vraiment que genre t'as pas envie de prendre un risque avec un autre wallet, et c'est une bonne raison en soi. Mais mis à part cette raison-là, tout le reste est meilleur maintenant. Bah, en tout Peut-être cas, que je suis bloqué, je suis d'accord. mais Je suis d'accord. En fait, bon, disons que MetaMask évolue un peu parce que ils vont devenir natifs Solana d'ici quelques jours, et ils vont devenir natifs aussi Bitcoin d'ici 3e ou 4e trimestre. Donc ça va devenir un wallet multi-chain natif sans installer, tu sais, les extensions MetaMask Snap. T'as aussi le fait que ça fonctionne très bien avec les hardware wallets type Ledger, et que du coup, voilà, si tu as l'habitude d'utiliser MetaMask, on va dire par habitude, pourquoi pas, mais le truc c'est que Rabi existe, et c'est vrai que le wallet même Rabi, Phantom. ou même Phantom, mais Rabi c'est quand même next level. Hein. Ouais, mais Pour ceux même qui Phantom connaissent pas. maintenant, ils sont EVM, ils sont même BTC, Phantom. Ah, ils sont BTC, Solana, Sui, Monad Testnet, Ouais. ils sont pas mal. Le truc c'est que Phantom n'est pas open source, alors que Rabi l'est. MetaMask l'est aussi. Donc d'un point de vue sécurité, bon, c'est pas l'idéal, mais je trouve juste l'UX de Rabi absolument exceptionnel. Si vous faites de l'EVM, voilà, si vous faites du Solana et tout, allez sur Phantom ou Backpack, je dirais, ou OKEx Wallet, qui est pas mal aussi, que je teste en ce moment. Non, Mais c'est vrai que MetaMask, EVM Rabi. Hein. hors EVM, je vous ai cité des noms. Si vous faites de l'EVM, c'est Rabi, clairement. Et j'irai même plus loin. Vous avez l'application Windows Rabi qui tabasse. Vous utilisez Ledger et Rabi, franchement, c'est de la grosse frappe. Vous pouvez importer vos actifs Ledger directement, interagir avec la DeFi, vous connecter à Hyperliquid. On va vous faire des tutos vidéo d'ailleurs par rapport à tout ça. On est en phase finale avec Ledger. Je vous dis ça toutes les semaines, mais c'est vrai, on est vraiment en phase finale pour le coup. Et voilà. Mais c'est vrai que MetaMask, en fait, l'ergonomie de MetaMask, elle est flinguée. Et le problème, c'est que des fois, tu te fais niquer sur les frais de gaz. Toutes les interactions sont plus lentes. C'est chiant, en fait. En fait, c'est simple. Tu innoves pas, tu meurs. Et ils ont pas innové. Clairement. Enfin, ils ont peu innové. Pas assez vite, en tout cas. On me parle de Smart Wallet, c'est MetaMask. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas que MetaMask qui fait du Smart Wallet. Hein. C'est pas vrai du tout. T'as Humbuyer, t'as OKEx, t'as Whitebit Wallet, t'as plein de trucs qui proposent les Smart Wallets. C'est pas du tout une exclusivité de MetaMask, les Smart Wallets. J'enchaîne. Donc après, on a l'inflation américaine qui baisse petit à petit. On commence à retrouver le famoso 2%. Donc là, on est à 2,3%. Ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que la Fed n'a pas de raison de ne pas baisser ses taux. On vous parle de baisse de taux depuis des mois et des mois et des mois. On espère que ça arrive. Les spécialistes pensent que ça pourrait arriver pour juillet et août. En tout cas, pas pour juin. Si ça arrivait en juin, ce serait une très bonne surprise. Baisser les taux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, emprunter de l'argent, ça coûterait moins cher. Donc, ça stimulerait l'économie, ça stimulerait la prise de risque. Et du coup, ça enverrait le signal, on peut reprendre des risques. Et du coup, on pense potentiellement à une augmentation des actions, de l'immobilier, des crypto-monnaies, de la valorisation des entreprises, relancer les investissements dans des entreprises. Donc c'est un signal qui serait plutôt positif, puisque jusqu'au Covid, même post-Covid, on avait eu des taux très très bas, sauf que ça avait créé une inflation complètement délirante. Et aujourd'hui, on commence à revoir des signaux qui sont plutôt positifs. Et surtout, si c'est positif à l'échelle américaine, ce serait plutôt positif à l'échelle mondiale, parce que l'Amérique domine un petit peu la finance mondiale. On a descendu les taux plus vite qu'aux US en Europe d'ailleurs. C'est possible. Mais je crois qu'on a notre deuxième baisse, peut-être plus, je sais plus. Je t'avoue que je suis même pas ce qui se passe en Europe. Étonnant.
Ensuite, on a Dubaï qui passe un cap, donc il fait un partenariat avec Crypto.com pour permettre aux gens de payer les services publics en crypto. Alors, pour vous donner un petit peu plus de détails, ça s'adressera pas que aux résidents locaux, mais aussi des gens qui viennent s'installer à Dubaï et qui deviennent résidents. Ça s'adresse aussi aux entreprises à Dubaï. Et donc, ça s'adressera surtout aux gens qui ont un compte Crypto.com et qui ont fait le KYC adapté. Et le paiement se ferait via l'application Crypto.com. Donc, j'imagine qu'il y aurait d'autres partenaires stratégiques qui se feraient par la suite. Mais encore une fois, ça montre que Dubaï va beaucoup dans le sens des cryptos. On sait que vous pouvez déjà recevoir votre salaire en crypto, que vous n'avez pas d'impôt sur les capital gains aussi à Dubaï. Donc, ça continue. Et d'ailleurs, au niveau événements crypto, quand on s'est vu ensemble, on a pu voir que Dubaï, il y a vraiment beaucoup de crypto bro. Ouais, clairement. Parce que les gens en ont marre, ils veulent de la sécurité, ils veulent un endroit qui est pro-business, où il n'y a pas trop de taxes, et ça coche un peu toutes les cases, quoi. Ensuite, Yuga Labs, donc l'entreprise derrière Bored Ape Yacht Club, qui se sépare de CryptoPunks. Souvenez-vous, ils avaient racheté la propriété intellectuelle des CryptoPunks à comment ça s'appelle déjà l'entreprise, voilà, Larva Labs. Et au final, ils disent bon la propriété intellectuelle, on la cède à une fondation. La fondation, je n'ai plus le nom, voilà, c'est Node, Infinity Node. Et dans la fondation, ils mettent des gens qui sont proches de CryptoPunk, notamment les fondateurs de Larva Labs, donc les fondateurs de CryptoPunk, mais aussi des gens qui sont habitués à gérer tout ce qui est art numérique, etc. Pourquoi ? Parce que je pense que Yuga Labs a eu sa période de crise. Déjà, il y a eu un FUD de dingue par rapport au fait qu'il y aurait eu des easter eggs à connotation nazie sur toute la DIA CryptoPunk. Alors moi, je vous dis ça mais de manière très sérieuse parce qu'au début, j'y croyais pas, je trouvais ça complètement délirant. Mais quand tu regardes la vidéo théorie du complot sur le sujet qui a tapé peut-être 200 000 vues, tu dis ah ouais, c'est chaud. Au début, tu dis oui, bon. Après, les créateurs sont juifs, donc faire des références nazies, je suis pas sûr qu'ils soient très motivés à le faire, quoi. Mais après, I prefer not to speak. Ensuite, du coup, suite à cette crise, il y a aussi le fameux métaverse Otherside qu'on attend depuis je ne sais combien de temps. Alors, de temps en temps, ils nous font des petites communications pour dire on a fait le jeu massivement multijoueur avec le plus de joueurs en même temps, ça s'est bien passé, etc. Sauf que, le prix des NFT s'effondre, ça n'a pas touché combien ça vaut là. Large. Même pas. Oh là, question qui fâche, ça, on va regarder ça, tiens. Je t'avoue, je sais pas non plus. Oula. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon, cette affaire. Mais en gros, pour ceux qui ne le savent pas, si vous tapez Coin Academy Otherside, vous devriez trouver une analyse fondamentale, voilà, du métaverse qu'on avait couvert à l'époque pour les intéressés. Donc l'idée, c'est d'avoir un métaverse avec plusieurs terrains, avec différents niveaux de rareté pour les terrains, etc. Et ça avait très bien démarré, sauf qu'au final... comme le produit il n'est pas sorti, et évidemment les prix ils ont fondu. Je sais même plus sur OpenSea comment on fait pour voir l'évolution des prix dans le temps. Ils ont encore changé l'interface, je suis complètement perdu. Bon, c'est pas grave. Bref, le métaverse on attend. Et c'est vrai que Yuga Labs, pas de buzz, hein. Et même le Hypecoin, ça fait un moment que j'ai pas regardé, mais je pense que le Hypecoin il a aucun buzz. Ils avaient sorti la Hypechain à un moment, ça avait mis un petit coup de boost, souvenez-vous. Hop. Et depuis, comme tous les autres altcoins, hein, c'est pas spécifique à Ape, c'est la fonte des glaces. Ensuite, le S&P 500 qui reprend des couleurs, hein, puisque on avait eu une période bull avant l'investiture de Trump. Après, post-investiture de Trump, ça se passait plutôt bien. Puis il a commencé à nous parler de tarifs dans tous les sens. Bref, il a eu un discours qui a fait peur au marché. Donc le marché a clairement paniqué. Et puis ça s'est repris. Ça s'est repris gentiment et là on retombe sur des niveaux plutôt bons. On commence à voir aussi un terrain d'entente entre les États-Unis et les autres continents comme la Chine notamment. Donc c'est pas terminé, mais on se dit que voilà, s'il y a une petite baisse des taux qui arrive et qu'en même temps Trump il arrive à trouver un terrain d'entente avec la Chine et les copains, c'est plutôt bon signe pour les marchés en général et pas seulement les marchés crypto. Et voilà ce que j'ai noté du côté des actualités. Voilà. Ouais, tu peux peut-être parler de ça, ça peut être cool. Voilà, donc on vous a fait un petit article en partenariat avec Chiliz. Alors c'est très simple, Chiliz fait un hackathon à Paris, ça va se passer en juillet, après le THCC, donc du 11 au 13 juillet. L'idée c'est quoi ? C'est de pousser les développeurs à créer des applications innovantes sur la Chiliz Chain, parce qu'ils ont leur propre blockchain maintenant, et ça va être des applications sur différentes thématiques, donc les fan tokens, vous savez, les tokens spécifiques à Chiliz, l'IA sportive, la DeFi et d'autres thématiques. Et il y a des gros billets à remporter. Donc, je vous mets le lien dans le chat. C'est bon, tu l'as fait, c'est parfait. Ouais. Si jamais ça vous intéresse. Alors, j'aurais aimé vous montrer à quoi ressemble la page d'inscription, mais comme je le disais plus tôt dans l'émission, à Dubaï, des fois, ils bloquent les paquets. Donc, je ne peux pas
la page et je ne peux pas lancer de VPN, donc c'est pas grave. Donc voilà, vous cliquez sur le bouton, vous avez la page pour vous inscrire avec tout ce qui est mentionné. Voilà, donc Chili continue de faire parler d'eux. Oui. Bah, je pense que ça peut être une bonne chose, notamment pour ceux qui sont développeurs ou qui veulent innover, etc. Peut-être que certains connaissent mal la Chili's Chain ou ont des a priori. Là, pour le coup, vous pouvez vous tester, avoir une expérience qui est plutôt cool puisque c'est au Parc des Princes. Et en plus de ça, vous avez jusqu'à 150 000 $ à se partager. Donc, moi, pour toutes les personnes qui développent un peu ou veulent créer des choses en crypto, je pense que ça peut être cool de se renseigner et de s'inscrire si ça vous intéresse, puisque en fait, dans tous les cas, la participation, elle est gratuite. Vous passez un petit peu de votre temps dans un lieu qui est stylé. Et puis derrière, si ça vous débloque une opportunité, c'est tout bénef. Et puis, ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, vous faites des rencontres. Peut-être que vous rencontrerez des gens avec lesquels vous voulez travailler. Peut-être que vous trouverez peut-être une proposition d'emploi ou ce genre de choses. Donc, il ne faut jamais sous-estimer ces hackathons et ce genre d'événements en crypto. Et ça vous permet encore une fois d'accéder à des gens qui sont très très calés en crypto, des dirigeants de boîtes, etc., très facilement. Donc voilà, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, je reprends mes petites notes. Qu'est-ce que je vais te noter d'autre? Toujours dans une logique un peu commerciale. Vous savez, on bosse de plus en plus avec Ledger, on s'entend très bien avec eux et ça faisait très longtemps, pour pas vous cacher, qu'on essaie de travailler avec eux. Donc, quand il y a des petites promos, on essaie de vous les poster parce que c'est un bête de produit et que il y a plein de wallets. Mais le truc, c'est qu'avec un Ledger, tu peux t'en servir de FA, tu peux te connecter avec toutes les plus grosses blockchains, tu peux te connecter avec tous les plus gros wallets externes, que ce soit Rabi, MetaMask, Phantom, Backpack, etc. Et là, en l'occurrence, cette offre spécifique, c'est si jamais il y a très longtemps vous étiez acheté un Ledger Nano S, les premiers modèles, parce que maintenant c'est le S+, eh bien, vous avez la possibilité d'upgrade, moyennant un petit moins 20% sur les différents produits. Alors, excusez-moi, j'ai mon traducteur qui fait de la merde. Donc, le principe, il est simple. Qu'est-ce qu'il me fait, le traducteur? Bon sang. Le principe, il est simple. Tu choisis le produit qui t'intéresse. Soit le Flex, soit le Stacks. Donc ça va s'adresser aux gens qui manipulent beaucoup de crypto et qui veulent pas à chaque fois s'embêter avec les boutons, etc. Parce que vraiment, vous utilisez beaucoup les cryptos. Si vous êtes du genre à moins utiliser la DeFi et les cryptos, le Nano X et Nano S Plus sont très bien. Je dirais même le Nano S Plus, le moins cher, est largement suffisant. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquez sur activer l'offre et ça va vous proposer de connecter votre wallet Nano S pour prouver en fait que vous possédiez bien un Nano S de première génération et vous allez pouvoir profiter de la réduction tout simplement. Voilà, donc les liens, on vous les mettra en description pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Surtout, c'est 20% de réduction plus 10 $ en BTC. Donc en fait, pour l'achat d'un Nano X ou d'un Nano S Plus, vraiment, ça vous revient à que dalle. Et la sécurité en crypto, c'est hyper important. Donc voilà, si jamais vous avez un ancien appareil et que vous voulez upgrader, c'est une occasion plutôt cool de le faire. Et donc, voilà. Et encore une fois, il y a plein de gens qui le savent. Des produits qu'on utilise, d'ailleurs. Sur le sujet, mais quand je vous cite tous ces wallets, par exemple, vous avez l'habitude, vous, de stocker vos cryptos sur un wallet sur votre navigateur. Et le problème, c'est que si votre PC se fait pirater ou vous faites un misclick sur un site à la con, vous vous faites dépouiller. Donc, c'est dommage. Sachez que nombreux de ces wallets, vous avez juste à faire wallet, hop. Ensuite, je le débloque pour l'exemple. Tu mets add account et tu mets connect hardware wallet et tu te connectes directement avec ton wallet Ledger. Et à ce moment-là, en fait, tu as une interface entre ton Ledger et ton wallet. Donc, dès que tu veux te connecter à un bridge, à Hyperliquid, peu importe, tu le fais avec ton Ledger. Et même si ton PC, il est plein de virus parce que tu t'amuses à modder des jeux, à faire tout et n'importe quoi, et ben, c'est pas grave parce que à chaque fois, tu es obligé de toute façon de faire une activation physique sur le Ledger pour valider la transaction. Et tu as tout intérêt à vérifier sur ton Ledger que la transaction, elle colle bien avec ce que tu voulais faire. Donc, généralement, ça te retient. Tu dis, oula, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer, j'y vais pas. Et de toute façon, si vous avez un doute, n'y allez pas. Dès que vous voyez sur Twitter, nouvel airdrop, claim, etc., généralement, vous allez vous faire niquer. Donc, double vérifier, triple vérifier et utilisez toujours un Ledger. Je vous le dis, utilisez toujours un Ledger. Vous pouvez avoir un wallet sur votre téléphone en mode tranquille si vous manipulez quelques centaines d'euros. Mais dès que vous commencez à avoir beaucoup d'argent, ça le fait pas. Ledger Live est compatible avec les puces Apple Silicon. Bonne question, je suis pas capable de te répondre. Je pense. Tu peux utiliser sur Mac, oui. Moi, j'utilise sur Mac, il n'y a aucun souci. Ouais, toi, tu as les nouveaux processeurs ARM et ça se passe bien. Mais sur les anciens, je pense aussi, en vrai. Au pire, tu as l'application mobile. Il parlait pour les nouveaux, donc oui, ça marche bien. Ensuite, du coup, kidnapping crypto, c'est la petite parenthèse qui fait plaisir, ça. Non, qui fait pas plaisir du tout. On commence à avoir beaucoup de kidnapping en France. Le mode opératoire est toujours le même.
Je reprends les propos de Grégory Raymond de The Big Well. En gros, tu as des réseaux. Contacter des jeunes entre 18 et 30 ans max, donc des gens qui sont assez influençables et qui ont envie de faire de la monnaie très vite, en prenant effectivement un risque, mais surtout de la monnaie très vite, même si c'est de l'argent sale. Je sais pas comment il leur mange la tête, j'ai pas parlé avec les criminels en question, donc voilà, mais on sait comment ça se passe pour les radicalisations, pour le terrorisme, etc. Généralement, il y a un gros décalage entre ce qui est dit et ce qui se passe à la fin, parce que ça m'étonnerait qu'il y a des gars qui disent ouais, on va lui couper le doigt, ouais, on va lui percer un genou à la perceuse. Non, ça m'étonnerait très fortement. Donc, ce qui se passe, c'est que très généralement, le kidnapping, il se fait pas sur la victime, mais sur les proches de la victime, la femme, les enfants, très souvent la femme d'ailleurs, moyennant rançon. Pour le moment, de ce qu'on sait, tous les kidnappings ont été avortés. À chaque fois, on a réussi à retrouver les personnes et à identifier les attaquants. Mais ça continue. Donc là, pour une fois, l'État a un peu ouvert sa gueule, un peu. Voilà, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais dans les grandes lignes, on a Monsieur Retailleau qui nous a dit, voilà, on va mettre en place des systèmes de sécurité spécifiques pour les profils les plus exposés. Donc on pense naturellement aux créateurs de contenu, aux chefs d'entreprise, aux projets crypto, etc. Il y a également un briefing spécialisé qui va être fait au RAID, au GIGN et à la BRI. Voilà. Il y aurait visiblement une ligne prioritaire de la police pour les professionnels du secteur. Voilà. Et une formation sur tout ce qui est blanchiment d'argent, etc., etc. Donc, qu'on se le dise, je pense pas que le fait que l'État ait ouvert sa gueule va y changer grand-chose. Et malheureusement, si vous avez fait un gros paquet de fric en crypto, évitez d'en parler, et surtout si vous avez votre famille en France. Après, le point entre grands guillemets positif, c'est que ça a fait beaucoup parler et ça a remonté jusqu'au pouvoir politique. Et du coup, je me dis que c'est un peu un effet de dissuasion dans le sens où, genre, demain, t'es un mec, tu veux kidnapper quelqu'un, etc. Tu sais qu'il y a déjà le ministère de l'Intérieur, les ministres, les top politiques, etc., qui en parlent. C'est genre, ça passe à la télé, etc. Je pense que ça rend ces attaques encore plus dangereuses pour les attaquants. Et les gens encore plus préparés. Donc, je vois. En fait, ça peut être que positif. Après, peut-être que je le vois d'une mauvaise c'est manière. sûr que c'est positif. Mais en fait, moi, je suis un peu radical là-dessus, tu le sais. Mais peut-être que ça va donner envie aux gens de le faire. Je sais pas. En fait, c'est plutôt. On s'en bat les couilles qu'il y a un communiqué. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a un exemple qui soit donné. C'est OK, il y a eu tel kidnapping. Parce que déjà, si tu dis, voilà, on fait une peine exemplaire parce que c'est un gars de Ledger et que par contre, c'est un créateur de contenu, on s'en bat les couilles, déjà, t'envoies un message, c'est que les gens sont pas au même niveau. Sauf que normalement, on est tous égaux en droit, première chose. Donc pour moi, tu fais le point sur tous les kidnappings et tu dis, voilà, les gens qui ont fait du mal, on leur met la misère. Et vraiment, on leur met la grosse misère. La peine max, du coup. On applique la loi, en fait. Et là, tu envoies le message, voilà, allez-y si vous voulez, faites vos kidnappings, mais vous allez pourrir votre vie, en fait. Vous allez détruire totalement votre vie. C'est ça que vous voulez? Parce que dire on fait des numéros verts, on fait des machins, des trucs, ils s'en battent les couilles, qu'on se le dise. C'est quand on te dit, ouais, blanchiment d'argent, trafic de drogue, tu prends tant de peines. Quand tu vois les peines à la fin, les gars s'en branlent, en fait. Ils s'en branlent complet. Donc pour moi, c'est juste, il faut que la justice, elle soit juste et elle soit dure. Basta. Sinon, ça sert à rien de parler. Voilà, MetaMask qui va arriver sur Solana en mai, normalement. Celui qui est arrivé sur Backpack. Et petit point aussi, après je vais te laisser enchaîner sur les prices. Ce sont les projets Gaming Web 3. Qui les uns derrière les autres mettent la clé sous la porte. Plus récemment, Nyan Heroes, alors nous on est investisseurs dessus, on est retombé sur nos pieds heureusement parce qu'on a pu en vendre un petit peu, mais c'est dommage parce que pour le coup Nyan Heroes, ça fait depuis 2021 qu'on en entend parler, c'est un jeu à la troisième personne, qui était assez sympa. Ils avaient fait plusieurs saisons de tests, mais tu vois, ils ont fait un communiqué pour dire on a fait 4e saison de test, mais juste on n'a pas le nombre de joueurs qu'on veut, on n'a pas les résultats qu'on veut, ça nous coûte trop cher, donc juste on arrête quoi. Et c'est un truc qu'on voit en boucle. Donc le gaming Web 3 est vraiment en crise. Et malheureusement, je sais pas comment ça va aller mieux. Après, je me demande aussi comment ils dépensent leur fric. Parce que quand tu lèves 13 millions et que tu mets la clé sous la porte aussi vite, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Je sais pas. Je sais pas. Développement de jeu, ça va te coûter quelques millions. Et après, si tu tabasses en marketing... et 13 millions, ça fait beaucoup aussi vite quand même, non? Je sais bien. Après, j'imagine qu'ils ont pas brûlé 13 millions. Par contre, s'ils ont brûlé 13 millions, c'est chaud. Xterio, qu'ils ont levé 80 millions.
J'en ai Ouais, jamais entendu parler. franchement, c'est un écosystème layer 3, je crois, sur Arbitrum, un truc comme ça. Rien de sensationnel. Bon, bah écoute, je te laisse enchaîner sur les prices, si tu le souhaites. Ouais. Et avant que tu le fasses, je voulais juste vous parler en deux de drill et bridge. Alors, je sais pas si vous connaissez déjà le bridge Across, qui est vraiment pas mal parce qu'il est rapide. Récemment, tu vois, j'ai testé différents agrégateurs de bridge. J'ai testé Bungie et Jumper, que vous connaissez probablement. Il y en a beaucoup qui pointent sur Relay. Relay, en gros, c'est un bridge qui est connecté à un L2 Ethereum et qui est optimisé pour tout. Déjà, qui est optimisé pour la latence, parce que tu peux avoir ton bridge qui est fait en quelques secondes, mais qui est aussi optimisé pour l'usage du gaz, ce qui fait que si tu as besoin de bridger, tu vois, par exemple, d'Ether à Arbitrum pour aller sur Hyperliquid ou quoi, j'ai trouvé que Relay tabassait absolument tout le monde. Donc si jamais vous avez envie de bridger, les gars, n'hésitez pas à tester Relay, parce que pour le coup, c'est charmé, hein, ça va vraiment, vraiment vite. Allez, je te laisse enchaîner, frérot. Hop, j'espère que tout le monde voit mon écran. Normalement, c'est parfait. Oui, c'est bon. Du coup, cette semaine, on se retrouve avec un... Alors, attends. Hop. On se retrouve avec un BTC à 104 000 $. Concrètement, on se retrouve assez proche quand même du dernier all-time high. Et ça, je vais pas vous mentir, ça me fait extrêmement plaisir, sachant que en fait, j'avais acheté assez fortement le dip, justement ici, où en fait, on s'était retrouvé à retester quasiment le précédent ATH autour des 73 000 $, et on s'était rapproché du moins des 38% de retracement, à savoir, donc, si on prend le bottom et le top, on prend toute la hausse et on voit ici que c'est les 38% de retracement de toute cette hausse. Et historiquement, c'est le premier arrêt et un endroit, une localisation qui réagit super bien, notamment sur des grosses time frames style weekly ou mensuel. Donc concrètement, d'un point de vue mensuel, pour l'instant, rien à redire. On est même sur le point. Alors, il reste 13 jours et 6 heures. Mais si on clôturait comme ça, il reste du temps, mais on ferait quand même la clôture mensuelle la plus haute sur BTC. D'un point de vue EMA, on respecte et on utilise les EMA 9 et 18 en tant que support. Le précédent ATH qui était retesté parfaitement en tant que support. Moi, personnellement, je pense que le bottom est in et qu'on est dans une tendance haussière qui est très claire, avec des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Donc personnellement, franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Pour moi, la tendance, elle est haussière, elle est forte. Ce qui fait que, en plus de ça, en mensuel, on a eu une multiple chasse de l'eau ici, si tu regardes bien. Avant de trouver le bottom, ici, on a chassé pas mal et on a fait des frayeurs à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, beaucoup de gens parlaient de bear market à ce moment-là. Donc, personnellement, on n'est pas du tout, à mon sens, dans cet environnement-là, sachant d'autant plus que BTC a très, très bien réagi, surtout quand on regarde le S&P. Et puis derrière, le S&P est quasiment à son plus haut historique. Alors, évidemment, il faut faire attention parce que quand on a un rebond qui est aussi fort, aussi violent et qu'on se rapproche des sommets, je pense que ça donne à beaucoup de gens l'envie de prendre des profits, au moins de se protéger du fait qu'on puisse faire un lower high, donc un sommet plus bas que le précédent, tout comme sur BTC. Mais de ce que je vois en weekly ou même en mensuel, j'ai aucun signe de ralentissement de la tendance. Tout ce qu'on a eu, c'est un top avec une correction de l'ordre de 30-35% et un prix qui reprend de plus belle. Donc personnellement, à mon sens, sur BTC, rien de fou, si ce n'est que en fait, tout est toujours bullish. On a même retesté ici ce précédent niveau de support qui nous servait de bad range en tant que support à nouveau. Et désormais, les EMA 9 et 18 en weekly ou même en 2 semaines ou même en 3 jours sont autour de ce niveau-là des 92 000 $, voire du premier arrêt de la hausse ici, autour des 94 000 $. Donc, pour moi, tout est bullish sur BTC. Je me remettrai en cause ma vision, ma thèse, si jamais on perdait les 75 000 $, mais on en est très loin et c'est pas quelque chose que j'envisage pour l'instant. Et je pense sincèrement que tous les dips sont des opportunités d'achat, dans le sens où si jamais j'ai une consolidation un peu longue où je peux encadrer un trade pour jouer une continuation haussière derrière, j'achèterai cette consolidation. Si jamais on a un dip qui est un peu violent, qui commence à faire peur à pas mal de gens qui se retrouvent autour des 38% de retracement de toute la hausse et de ce niveau horizontal weekly qui est un des plus clean, à ce moment-là, je me positionnerai aussi. Et puis, si jamais on est amené à retracer encore plus fortement dans la reload zone acheteuse, donc 61-70% de retracement de toute cette hausse pour derrière défendre ce bottom, j'achèterai aussi. Donc, personnellement, sur BTC, je suis acheteur et je suis toujours bullish et je pense que la bonne zone dans laquelle recharger, si jamais on a l'occasion de le faire, c'est sous 94 000 $. Moi, personnellement, j'essaierai d'acheter tout ce qui est en dessous dans l'objectif de jouer un all-time high et une reprise de la découverte de prix. Pour l'instant, on n'a pas de dip, donc tout va bien. Même si on en avait, tout irait bien. Et je reste assez optimiste. Peut-être faire un tour du côté du total market cap. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Du coup, du côté du total market cap, on avait retesté d'ailleurs la reload zone. Donc je crois que j'en avais parlé sur Twitter, autrement je l'aurais pas tracé, mais
Ici, on a retesté parfaitement le précédent ATH, entre guillemets, ou sommet mensuel, qui nous a servi aussi de résistance ici, et retesté en tant que support. On est aussi allé rechercher la reload zone acheteuse, donc 61 à 70% de retracement de cette hausse ici, depuis ce dernier creux. Donc on l'a défendu parfaitement. Et les EMA sont toujours haussières. Donc sincèrement, si on regarde ici, tout ce qu'on a fait, c'est break une résistance sur le total market cap crypto, break la résistance, la retester en tant que support, et pour l'instant, on part. Donc, tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau-là, tout va bien, et pour moi, on va repartir tout simplement en découverte de prix. En tout cas, pour l'instant, c'est mon biais et c'est mon analyse. Donc, si on regarde aussi d'un point de vue crypto, qu'est-ce qui a performé en dehors de BTC cette semaine, eh bien, on retrouve WIF, moi, m'intéresse peu, mais on retrouve 2 autres cryptos dont je vous parle régulièrement, même 3, qui sont en soi des cash machines, à savoir Hyperliquid, AAV et Radium. Donc après, on a aussi des tokens d'exchange, mais je les surveille moins. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, à mon sens, vraiment personnellement, c'est Hyperliquid, qui nous a offert tout simplement une performance, je trouve, délirante, puisque en fait, si on se met comme ça en 3 jours, je dégage ça, hop, eh bien, le prix a quasiment triplé depuis le bottom d'il y a un mois. Donc, en un mois, on a fait x3 environ, x2,5, voire x2 pour ceux qui sont rentrés un peu plus tard, mais vraiment une grosse performance. Et derrière, on était dans cette longue consolidation entre les 19$, 20$ et les 26, 27. Et au final, on a retesté ici cette zone en tant que support après l'avoir testé en tant que résistance. Et on a été chercher la borne opposée, et l'objectif clair, sur laquelle actuellement on est en train de buter. Donc, si on a un ralentissement ici, ce serait pas étonnant, parce que honnêtement, on est quand même parti en grosse ligne droite, sans aucun retracement, etc. Donc, faire attention à pas partir trop en couille et acheter des trucs verticaux. Mais en tout cas, tout ce que je vois, c'est que en fait, on a retracé toute la baisse qu'on avait eue ici. Et j'ai surtout la sensation que Hype est une des altcoins qui se porte le mieux VS BTC. Parce que, par exemple, si tu regardes Hype USD divisé par BTC USD, franchement, on se tient. On est au niveau auquel on était à peu près en février, pré-dump. Et si tu compares Hype, par exemple, à mon sens, qui est un concurrent intéressant, Solana, tu vois que pour l'instant, Hype surperforme Solana depuis le début d'année. Donc après, est-ce que ça va durer, etc. J'en sais rien. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une performance relative par rapport à ses compères qui est plutôt bonne. Et moi, personnellement, je pense que ça va durer. Tout comme, tu te souviens, je pensais que Solana allait surperformer Ether dans la durée. J'en parlais le dernier cycle et ce cycle-là. Cette fois-ci, moi, je pense que celui qui va tous les surperformer, à mon sens, c'est Hype. Notamment de par ses revenus, de par la narrative et par le fait qu'il n'y a aucun investisseur, aucun VC, aucune personne avantagée qui a des tokens et qui peut les dump sur tout le monde, à part peut-être la team qui recevra 20% du supply, en tout cas qui commencera à recevoir une partie du supply d'ici la fin d'année. Donc à partir de fin novembre 2025. Et encore, moi personnellement, peut-être que je crois en l'élu, mais je pense qu'ils ne toucheront pas à ces tokens ou pas de manière significative. Donc personnellement, moi, mon folio, il est simple, c'est BTC, Hype, 35% de stablecoin à côté, et puis dans une autre poche totalement différente de la TradFi. Et d'ailleurs, je suis très content de mon entrée sur la TradFi, puisque tu te souviens, je disais que ici, globalement, c'était l'endroit où je rechargeais le plus sur Twitter, je l'avais dit plusieurs fois, notamment sur les indices, parce que c'était une opportunité assez intéressante. Et j'ai pris 20% de performance en un mois sur le S&P. Donc c'est assez ouf. Alors après, j'ai pas vendu, j'ai pas pris de profit, donc techniquement, la performance n'est pas réalisée. Mais c'est quand même un bon point de départ. Et de même, sur Nvidia, je me suis permis de racheter au bottom. Je suis à plus 40% de performance. Alors j'avais acheté aussi à 118, donc ma performance est un peu diluée, mais elle est quand même bonne. Et puis derrière, sur du Apple, du Amazon, etc. On a aussi eu de beaux rebonds. Même sur Tesla, on a eu un gros rebond. On était revenu sur mon prix d'entrée à peu près au niveau vert. J'en ai profité pour encore en racheter. Et pour l'instant, ça performe bien. Donc, personnellement, voilà, moi, je suis bullish BTC. Je pense que ça donne assez la couleur pour le reste. Hype, il est peut-être un peu overextended. On a quand même fait un x3 en ligne droite, donc c'est possible qu'on ait un retracement. Si jamais on en a un, ça m'intéresserait de potentiellement acheter ce retracement. Dans les zones qui m'intéressent, honnêtement, je pense que tout ce qui se situe autour de cette zone-là, ça peut être vraiment intéressant. C'était la dernière grosse zone de support avant qu'on parte en couille vers le bas. C'est une zone aussi qu'on a réutilisée en tant que support ici. Et puis, si jamais on n'y arrive vraiment pas, on a ici une localisation idéale pour défendre le dernier lot. Et je pense que, sincèrement, c'est de bonne chance que ce soit le bottom pour un petit moment. Donc voilà, un peu comme sur BTC, si on a une consolidation qui est longue, bien encadrée, je peux me permettre de racheter
la cassure de cette consolidation vers le haut ou la cassure de la résistance. Sinon, si on a un dip significatif, je dirais, dans cette zone-là ou dans cette zone-là, à ce moment-là, me positionner. Donc voilà, donc ça c'est pour BTC et Hype. Je sais que certains d'entre vous ont notamment de l'ETH ou même du Solana, donc je vais en parler rapidement, mais globalement, sur ETH, on a vu un premier signe de force qui est assez simple, qui est le suivant, c'est ici, on avait un niveau de support, enfin un niveau de résistance qui était en tant que support, et puis ici, c'est globalement le niveau sous lequel on est resté pendant tout le bear market avant de repartir. Et là, si vous regardez bien, toute cette zone ici, là, qui nous servait de support avant qu'on breakdown, eh bien, on est repassé au-dessus. Donc pour moi, un premier bon signe sur Ethereum, ce serait que si jamais on était amené à retester ce niveau-là, tout simplement l'utiliser en tant que support. Autrement, ce serait assez effrayant. Et dans le cas où on le réutilise en tant que support, en fait, ça donne un trade assez intéressant parce qu'on pourrait imaginer que ça, c'est notre... J'abuse un peu, mais peut-être ça, c'est notre range. Ça, c'est notre déviation sous le range. Et donc, dans le cas où on a déviation, on reteste. L'objectif serait quoi? Après réintégration du range, ce serait la borne haute. Donc, voilà. Personnellement, moi, je ne me précipite pas sur Ether parce que il a largement sous-performé tout ce cycle-là. Et même si on a une bonne réaction, faut pas oublier que la charte, elle ressemble à ça. C'est-à-dire que moi, si je voyais une altcoin qui ressemblait à ça, je pense pas l'acheter, honnêtement. Donc là, actuellement, Ether, certes, il a fait un beau rebond. Mais j'ai l'impression que ce rebond a fait oublier à tout le monde que c'est la plus grosse sous-performance de ce cycle dans les major caps. C'est un des seuls qui n'a pas fait d'ATH dans les major caps. Et même Ripple en a fait un, non? Oui. Et voilà, moi je suis pas ultra convaincu par Ether. Enfin, graphiquement, c'est vraiment pas mal. Mais ce qui me ferait vraiment changer d'avis, c'est si jamais on avait une consolidation et là on validerait une sorte de W weekly, donc une structure de retournement en grosse time frame. Là, ça me motiverait un peu plus. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est mieux pour moi de hold du BTC, du Hype, que d'avoir de l'ETH. Donc, une bonne première note positive, le fait qu'on ait récupéré ce niveau ici, qui servait de résistance, puis de support, et on espère à nouveau en tant que support. Mais en soi, faut pas oublier que BTC est quasiment de retour en découverte de prix, là où ETH a besoin de faire un x2 pour x2,5 pour faire un nouvel ATH, quoi. Donc voilà, donc peut-être que je fude et que je suis pas assez optimiste par rapport à avant parce que j'en ai plus du coup, mais j'ai pas de souci à changer de fusil d'épaule si jamais je le sens et que c'est là où je ferai de l'argent. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pareil, Solana, je vous disais qu'il y avait une zone assez intéressante à surveiller, c'est notamment la grosse zone ici, et notamment en dessous des $100 de mémoire sur Twitter. Au final, on a bien rebondi. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est globalement un range dans lequel on a bien consolidé, break vers le haut, reteste une première fois, le moment où on l'a retesté une deuxième fois, on a réintégré. Et donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite déviation sous ce range, on a réintégré, on a été chercher la borne haute. Donc, le top est assez convaincant. Donc, et j'ai pas racheté de Solana, personnellement. Mais si jamais on a davantage de consolidation ici et que derrière on break, pourquoi pas. Mais là, en l'état, je peux pas vraiment acheter ça. Enfin, je trouve que la dynamique est beaucoup moins forte comparée à un BTC, tu vois. Et pour les gens qui disent oui, mais c'est pas la même performance, etc., peut-être tu peux prendre un peu plus de risques sur un actif qui est moins volatile. Je sais pas. Enfin, chacun trouve l'heure où il veut bien la trouver et s'adapte, mais voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois. AAV, en fait je suis plutôt content parce que j'avais pris un long sur AAV, notamment dans cette reload zone acheteuse bleue. Et en fait, si on prend le bottom et le top, même le bottom récent et le top, en fait ça nous crée ici une zone idéale, 61-68% de retracement, pour justement défendre cette dynamique qui se veut aussi avec des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Donc pour moi, ça, c'était une zone assez intéressante à racheter. Et aujourd'hui, c'est aussi une des cryptos qui a du buyback, qui a beaucoup de TVL, etc. Et qui essaye de faire des moves assez positifs par rapport à son jeton. Donc voilà, si jamais on consolide et derrière on me fait un petit W ou un truc comme ça, j'irai remettre un peu plus fort. Mais là, pour l'instant, c'est juste un rebond vertical. Donc je patiente. Et après, pour le reste, honnêtement, je vais pas vous mentir, je regarde quasiment rien d'autre. J'ai vu que Tao avait bien rebondi, mais ça m'a un petit peu, je vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu refroidi le fait qu'on aille rechercher ces lots ici. Je pensais sincèrement qu'on allait plutôt avoir une dynamique un peu plus haussière en faisant un bottom plutôt là que là. Et à ce moment-là, vraiment défendre et faire un higher low et voilà, alors que là en fait techniquement on a fait la clôture la plus basse en weekly, donc peut-être petite déviation en dessous du support, mais ce support là on a été le retester quand même pas mal de fois, donc je sais pas, il y a beaucoup de démissions aussi sur Tao, donc je fais attention. Enfin, bref, c'est pas le setup idéal. Et après pour le reste Doge aussi,
est revenu dans une zone assez intéressante, en mensuel notamment, mais je trouve tout ça relativement faible en fait. Et actuellement, moi, je me concentre surtout sur BTC. Hein. Je sais pas vous dans le chat, mais pour moi, ma plus grosse conviction, c'est BTC en fait. Il y a rien de mieux à mes yeux, si ce n'est peut-être un peu de diversification avec Hype, mais Hype, il est déjà parti en ligne droite, donc je sais pas. Mais voilà, en tout cas, personnellement, c'est là où j'ai ma conviction. Et on le voit, enfin, quand on voit BTC qui a cette gueule-là, et à côté de ça, le market cap qui sous-performe et le Total 3 qui ressemble à ça, alors que sur BTC on est en ATH et en découvert de prix depuis, bah voilà, j'ai pas la sensation que j'ai besoin de me précipiter ou quoi que ce soit, sachant que j'ai déjà ma poche altcoin d'une certaine manière avec Hype et ma poche safe d'une certaine manière avec BTC et mes stablecoins de côté. J'ai pas l'impression d'être en grand danger. Évidemment, je surveille tout, etc. Mais en tout cas, actuellement, j'essaie d'être dans des actifs qui sont forts et c'est plutôt le cas. Donc, on va croiser les doigts. Regarde le layer de ce layer. Ah, t'inquiète, j'ai vu. Hein. j'ai vu. Ah, c'est une belle charte, ça. Ça fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Après, je sais pas si vous voulez que je parle d'autres choses et tout, les potes, dans le chat. Mais moi, c'est vraiment ce que je surveille. DXY qui a quasiment matché le pattern de post-élection de Trump en 2015, ici. On a fait un pattern assez similaire. Le Nasdaq qui performe aussi très bien. Les stablecoins qui continuent de croître aussi. Bon, un peu plus lentement, mais quand même. Et sinon, ouais, je regarde pas grand-chose d'autre, hein, honnêtement. Je suis très concentré sur BTC. Puis voilà. Le Discord sert encore à quelque chose. Bah, pour le coup, oui, c'est juste qu'en ce moment, je suis moins actif, mais parce que j'ai pris du temps pour moi. Mais là, je suis de retour à la maison, donc tout va bien. Et après, j'ai vu que, ouais, je vois dans le chat, ça parle de farming. Moi, personnellement, je farm Hyperliquid, donc en tradant normalement dessus. Unit, qui est en gros le bras armé qui permet de ramener du BTC natif, de l'ETH natif, du Solana natif et d'autres assets nativement sur HL. Donc en tradant en spot ces actifs-là ou en déposant, en retirant. Et sinon, je parle pas mal aussi et je farm pas mal Hyper EVM, mais en fait, Hyper EVM, moi je suis déjà investisseur dans Hyperland et dans Hyperswap, et en fait je trouve que c'est compliqué de farmer avec de la size sans s'exposer à de l'impermanent loss ou à des pools bizarres, enfin, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes, mais dès que tu veux size sur le VM, c'est compliqué parce que la liquidité des stablecoins est ok, mais dès que tu commences à avoir trop de size, tu commences à avoir trop d'impact, ce qui rogne ta performance dans les pools. Et puis, en soi, il y a des moves à faire sur l'HyperVM parce que c'est encore sous-farmé, mais je regarde surtout les choses que les gens farment pas trop, et je pense notamment à Unit, donc le protocole qui permet de dépôt et retrait d'actifs natifs en spot pour Hyperliquid. Ils sont amis avec la team, clairement. Ils sont fait intégrer nativement sur HL et qui, à mon sens, vont faire bien plus de choses. En fait, si je regarde tous les protocoles, c'est peut-être celui dans lequel on a le plus de conviction qui restera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou voire les prochaines années, parce qu'il est nativement dans Hyperliquid et qu'ils sont proches de la team. Et que c'est un truc que tout le monde utilise malgré soi, d'une certaine manière. Donc voilà. J'en ai pas trop parlé aussi, mais du coup, du côté des ETF BTC, on a eu pas mal d'inflow. Et on est de retour en ATH d'un point de vue net flow, donc la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti, ce qui est une très très bonne news. On le voit ici clairement, et je vous ai bassiné avec ça. D'ailleurs, j'avais identifié le bottom de ce moment-là, ou en tout cas le reversal, clairement sur Twitter. Et souvent, en fait, ça marche par vague, c'est-à-dire qu'il y a une vague de retrait, une vague de sortie de fonds, et puis d'un coup, il y a une vague de dépôt, et souvent, ça se poursuit pendant plusieurs semaines. Et sur ETH, on se fait toujours caca dessus. Il n'y a toujours pas d'argent qui rentre, pas assez. On est à 2500 milliards qui sont rentrés sur ETH. On est à 40 500 sur BTC. Donc 20 fois plus sur BTC. Ça commence à faire. Milliards, ouais. Ouais. Donc, ouais. Bah, la messe est dite, de toute façon. Hein. Côté boomer, c'est Bitcoin. Côté marché, c'est surtout Bitcoin aussi. Ouais, bah écoutez, j'ai pas eu des choses hyper excitantes à vous présenter. Mais en soi, factuellement, moi j'ai fait des moves qui étaient très simples et qui étaient largement suffisants en fait. Hein. Parce qu'en soi, ce que j'ai fait, c'est j'ai rien fait de compliqué et ça a plutôt bien marché. J'ai surtout profité de timing de marché pour prendre peu de décisions, mais qui ont été les bonnes. Et surtout pour être quasiment uniquement sur du spot et jamais sur des dérivés. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup moins de stress. Et puis après, le marché il est parti dans mon sens très rapidement. Donc voilà.
Je sais pas si vous avez d'autres questions dans le chat avant qu'on clôture cette petite masterclass. À vous de nous dire, les potes. Ça fait plaisir pour une fois de ne pas être en monologue pendant 1h30 en tout cas. Et je suis content, la connexion n'a visiblement pas sauté. Le micro avec Grésy, on a réglé ça, donc c'est cool. Donc je suis sur un petit setup depuis l'hôtel qui est plutôt carré, donc je vais pouvoir reprendre les streams l'esprit tranquille, tu vois. J'appréhendais beaucoup, j'ai passé énormément de temps en off à tester des trucs pour que ce soit stable et ça l'est. Parce que vous savez, je suis sur PC portable là maintenant. Ça fait plaisir. Et puis, on va pouvoir reprendre les streams parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'activités sur YouTube, que ce soit sur la chaîne de Coin Academy et ma chaîne. Toi, tu comptes reprendre un petit peu les vidéos sur ta chaîne ou pas, toi, Léo? Je sais pas encore. Avec toutes les histoires de kidnapping, etc., ça m'a pas donné envie d'être beaucoup plus public. Ouais. Et puis, ça m'a fait du bien de faire une pause de YouTube. Ça m'a donné la sensation que. En fait, j'ai l'impression. En fait, c'est bien de se motiver sur YouTube et à faire des choses. Mais peut-être que des fois, je me forçais à faire certaines choses. Et du coup, ça a impacté la qualité de mon contenu. Donc, non, en ce moment, focus Coin Academy, puis ce que je build sur Hyperliquid, et plus mon trading, mes invests et tout ça. Et déjà, ça prend beaucoup de temps. Et je pense que rien qu'en partageant ce que je fais, que ce soit en stream ou en tweet, vous aurez déjà pas mal de choses intéressantes à regarder. Et puis voilà, mais les interviews, peut-être, sur certains trucs, là, je te disais, je parlais avec la team de Paolo de Tever, donc peut-être faire un truc pour des gros noms, mais sinon, moins motivé. Surtout que terminer la chaîne YouTube pour le moment sur une interview de Vitalik, il y a un lore. C'est clair. C'est clair. Bon, tu t'en sors depuis que tu t'es fait sortir de Crypto Recherche? Pas trop difficile? Non, ça va. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on est tout bon, les potes. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Content de pouvoir reprendre tout ça avec Capet, évidemment. Et puis, on se retrouve très vite. Tout à fait. Vous avez tous les liens utiles en description. Encore une fois, bah merci à Bitpanda de sponsoriser l'émission. Vous aurez bientôt plein de guides sur la sécurité avec Ledger. Et moi, je vais vous faire des guides aussi par rapport au wallet et par rapport au bridge. J'ai plein de petites idées en tête, que ce soit pour du perso, pour Coin Academy, qu'on va